Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Briscard. Donc je suis avec Robin. Salut tout le monde, et avec Ludo bien sûr. Exactement. Donc aujourd'hui nous allons faire la suite, le dernier qui manquait, c'est-à-dire les Thuléens et les mercenaires. Bon, on annonce ça peut être un peu long. Mon Thuléen, on va pas se mentir, on les joue pas trop. Mais par contre mercenaires, Tac. Mercenaires, on les a saignés et on continue de les saigner les mercenaires, ouais, tout à fait. donc du coup voilà, donc je pense qu'on aura beaucoup à dire sur les mercenaires, les Thuléens. On va juste donner notre analyse qu'on a avec le recul, mais on n'a pas l'expérience de fou de la table avec. Voilà, c'est la vérité. C'est vrai, c'est la vérité, c'est bien de l'avoir dit comme ça. Si vous voyez qu'on dit n'importe quoi, faites-nous rebondir dessus, dites-le nous, et comme ça on y retravaillera. On a un joueur tuléen au club, et c'est pas un très très gros joueur en termes de volume, et donc du coup, moi je l'ai affronté trois Mhm. fois je pense en un an, et pas beaucoup plus, donc tuléen, j'ai pas une expérience extraordinaire contre. Mais ouais, effectivement, on connaît un minimum leur générique parce qu'on les a vus sur la table plusieurs fois. Ouais. Mhm. Donc, du coup, dans les Thuléens, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir beaucoup de figurines qui sont peu chères parce qu'en fait, c'est un peu leur force. C'est-à-dire qu'en fait, leurs tests de morale, ils vont s'augmenter justement en fonction du nombre de figurines. Donc, justement, l'intérêt quand t'es Thuléen, c'est d'avoir un bon nombre de figurines, par définition. Ah, Donc, bien vu. les deux premiers génériques que tu as, en fait, c'est les trappeurs. Donc, donc tu as le trappeur 1. En fait, ce qui est assez bizarre, ce qui change des autres figurines, c'est qu'en fait, tu as deux armes différentes pour la même figurine, selon ce que tu veux. Donc ça fait deux profils, je crois, hein, c'est ça? Exactement. Donc tu as une version avec le gourdin et tu as une version avec une hache. On va commencer par la version avec le gourdin. Donc c'est une figurine qui coûte 50 pièces d'or. Donc tu peux en jouer jusque 5. Donc tu peux vraiment jouer le nombre avec ça. Ah oui, effectivement, ouais, tu peux les spammer. Ouais. Tu peux spammer. Donc au niveau des caractéristiques, c'est du 4-3-4-2. Donc on ajoute la dextérité qui est un peu basse, mais sinon c'est dans la moyenne. 4 de mouvement, c'est dans la moyenne du jeu. Par contre, 7 PA. Voilà. 7 PA, ça c'est un petit peu bas. 20 PV, c'est pas extraordinaire non plus Pas pour extra. 50 points. Mhm, Mais 4 de constitution et 4 de force, c'est complètement honnête pour 50 points. mhm. Donc on a un gourdin qui fait 4 dégâts. Ce qui est honnête, hein, puisqu'en fait c'est des dégâts fixes, pas liés à la force. Donc c'est très bien. Couteau dépecelé, 3 dégâts, saignement. Donc c'est généralement le Thuléen, en fait, c'est la tactique de jeu, hein, ça tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Une bonne partie des personnes qui jouent à Briscard le savent. Donc en fait, ils vont faire beaucoup de saignements, en fait, et dès que la figurine adverse va s'activer, bah, elle va se prendre tous les saignements pour mourir. Généralement, c'est comme ça que ça se joue. C'est le gameplay de Thuléen. C'est très fort parce que du coup, on oblige un adversaire à jouer une figurine qui ne joue pas. Parce qu'elle meurt quand elle s'active. Par contre, ça se contre avec des soins, avec des potions et des trucs comme ça. Ça, c'est un petit peu le Exactement. défaut, ouais, bien sûr. Oui, le défaut, c'est qu'en fait, le soin, enfin, c'est très facile d'enlever les saignements parce qu'il y a pas mal de viatiques ou de soins dans le jeu. Donc, t'as beau lui avoir mis 200 saignements, enfin, j'exagère, peut-être 10, il y a un soin qui passe, il enlève tout, tu vois. Il repop tout. Ouais, c'est vrai que ça enlève pas juste deux saignements ou quelque chose comme ça, c'est genre tout. Et bien sûr, dans votre réserve à 50 points, vous avez la pique pour les Birgus, vous avez bien sûr la potion de soin pour les tuer. Exactement. Enfin, le viatique ou le cataplasme, ça Ouais, dépend. c'est ça. Donc, ensuite, au niveau de la botte, on a l'étourdissement qui fait 5 dégâts. Donc, si l'attaque passe, la cible perd 2 PA pour sa prochaine activation. Donc, là, qui est Du contrôle. du contrôle qui est super intéressant en vrai, parce que si tu spams cette référence, si tu en as 4, et ben t'enlèves les 8 PA à l'adversaire. Oui. Oui, 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 oui. Tu peux aller sur un colosse lui-même, ça fait 5 dégâts, donc c'est complètement honorable. Et puis surtout, ça permet de faire que point d'action impair, et ben on peut s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut dire ouais, je fais une botte et une attaque de base, je vais claquer 5 points d'action, et puis je garde 2 et puis voilà quoi. Je peux faire ça. Mm, mm. Mhm. Et ensuite, la fameuse règle de l'esprit du clan. Donc, moins un jet de morale tuléen par tuléen en jeu. Donc, d'où l'intérêt de faire du spam de tuléen. Ce qui est- Et après, tu dois recruter un chef de clan pour pouvoir le jouer. Donc il y a vraiment ce côté, un peu comme les Maok, on va avoir une élite qui contrôle des Mhm. petits gars qui n'ont pas de nom et qui vont faire le travail. Et ce qui est Ouais, ouais. compliqué, c'est que certains héros ne sont pas chefs de clan. Donc, ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il faut bien faire gaffe à ça. Du coup, on a quand même une figurine qui est assez polyvalente, qui est un petit peu en deçà en point de vie et en point d'action, mais qui est un peu au-dessus en force, en test de mental, du fait que si on en joue plusieurs, en dégâts, c'est complètement honnête. Et en scénario, c'est pas dégueulasse, hein, parce que 4-3, 4-2, on peut faire quand même pas mal de choses, hein. C'est quand même pas mal. Creuser sur du 4+, je crois que c'est crocheté, ça devient sur du 6+. Après, sur la force, enfin, sur le nombre que t'as, en fait, au bout d'un moment, ça va forcément passer, en fait. Ouais, puis tu peux toujours booster, on est dans Briscard, hein, on n'est pas dans Carnage où tu es un peu esclave de tes relances et de tes stats. Là, tu peux vraiment te dire, je vais booster
tel résultat, je vais à tout prix le passer, je booste quoi. Ensuite, on a avec une deuxième arme qui est la hache. Donc la hache, elle fait 5 dégâts. Par contre, Ah, c'est... donc un dégât en plus. Ouais, Et ce qui change aussi, c'est la botte qui fait un lancer de hache qui fait 7 dégâts. Par contre, une fois que tu as fait ça, portée t'as plus de botte. 6 brasses, usage unique. Comment ça se fait en termes de règles, le lancer de hache? Tu fais comme lancer un objet? Tu vas avoir dans le bouquin des règles, tu vas lancer un objet? Moi, je pense que tu vas le faire comme un tir parce que t'as pas la notion de lancer d'objet pour une botte. Faudrait vérifier. Il faudrait vérifier cette information, Ouais. je l'ai pas. Mais effectivement, c'est intéressant parce que là, on a des dégâts qui sont assez élevés pour la Mhm. valeur en points. Moi, des figurines à 50 points qui tapent à 5 dégâts, c'est quand même pas tous les jours, quoi. Sûr. Bien Donc sûr. c'est Après, c'est pas mal. ce qui se passe, c'est que quand tu l'as lancé, après tu l'as plus. Donc après, il ne restera plus que ton couteau pour faire tes 3 Tu dégâts joues à au saignement. couteau, ouais. Tu joues au couteau à saignement, ou alors tu fais un peu de scénario, il te reste des points d'action, tu balances une hache dans le tas ou sur un mec pour faire 7 dégâts, parce que si t'en joues 2 ou 3, tu fais vite 21 dégâts à une cible, quoi, en lançant 3 haches dessus, hein. Mhm. Donc tu peux quand même faire des gros dégâts, t'as accès à à des dégâts qui sont solides, pour pas grand chose, non, c'est pas mal, hein. C'est Mhm. vraiment pas mal, hein. Donc voilà, ça c'est. D'accord, donc ça c'est les trappeurs 1 qui proposent donc ces deux profils, on peut en jouer jusqu'à 5. Et ouais, ils offrent une assez belle polyvalence. Pas des points d'action C'est en déments, pas vrai. beaucoup de PV, comme on disait, mais quand même le reste est quand même tout à fait à l'honneur. Entre les saignements, les dégâts en entrée et les bots sont toutes les deux vraiment pas mal. Contrôle ou dégâts purs, donc on peut vraiment faire le choix en fonction de voilà. Comment ça marche vu qu'ils ont le même nom? Est-ce que je peux marquer dans une liste de règles que je joue 5 trappeurs et c'est au déploiement que je décide s'ils ont des épées ou des haches, ou c'est défini à l'avance? Bonne question. Bonne question. Parce que ça peut changer énormément de choses, hein, Ouais, parce que si vous avez les 10 figurines, j'ai vous jamais savez vu que ça, vous ça comme pouvez. ça, ouais. Ouais, tu pourrais changer le profil en fonction de ce que tu as en face. En Tu dis en toi. face, il y a trop d'armure, je joue les mecs qui tapent à 5 dégâts pour essayer de faire vraiment plus de dégâts. Ou à l'inverse, en face, t'as des gros avec peu de points d'action, ou enfin tu comprends qu'il n'y a pas beaucoup de points d'action dans sa liste, genre des Maoks, et tu vas sur Ozeki, tu vas lui mettre des moins 2 points d'action dans tous les sens pour qu'il fasse rien à son activation. Non, je pense qu'il faut mettre dans la liste, hein. Enfin après, s'il y en a qui pensent que c'est pas ça, mais je pense que d'abord tu dois dire dans la liste, tu mets d'abord quelle arme, hein. Je pense que ça doit être comme Ouais, ça. exact, peut-être, hein. Parce que Ouais. comme ils ont vraiment le même nom, tu vois, Mhm. c'est Ouais, je vraiment sais. étonnant. D'accord, donc ça c'est vraiment une question qu'il faudra qu'on sache un petit peu la, la chute, si vous savez, dites-nous. Mais en tout cas, les deux profils sont intéressants, ils ont une petite variation qui fait quand même le café, entre les dégâts supplémentaires ou le contrôle. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, donc ça c'est le premier trappeur. Il a une version trappeur 2. Mhm. J'ai Le exactement trappeur, le profil. c'est exactement le même profil, lequel? Le Avec la hache trappeur boss. 1 et trappeur 2. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir en jouer 10 du coup. Ah, je crois que c'est l'imitation 3. Non, 5, 5. Donc tu peux jouer 10. Après, ça fait 500 Il pièces faut jouer en d'or, 1000 hein. points. Il faut jouer en 1000 points, là, c'est plus possible, parce que Oui, bien 500 sûr. points, Mais c'est où pas blague. tu joues le chef de clan le moins cher qui est autour de 100 balles et tu mets, tu mets 8, 8 trappeurs. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode de jeu qui pourrait sortir qui serait à 1000 points? On sait pas. Ah ouais, on rigole, mais ouais, on rigole, mais oui. Mais c'est peut-être aussi pour avoir une variation de figurines, tout simplement, hein, parce que du coup, ça nous fait une autre figurine pour représenter ce trappeur, Mhm. pour éviter d'en mettre 60 000 les mêmes. D'accord, donc ces trappeurs qui sont quand même assez sexy. On tombe sur le pisteur après? Ouais, on peut faire le pisteur. Donc le pisteur, lui aussi, qui coûte 57, qui est pas super cher, on peut en jouer deux. Mhm. Le pisteur, c'est du 4-4-3-4, donc par rapport à avant, il y a plus un en dextérité. Par contre, lui, ce qui Moins est 1 en force. il a moins un en force, mais plus en dextérité. Il a plus un PA, puisqu'il a 8 PA, 22 Il a PV. plus 2 en mental aussi, Ludo. Il a plus 2 en Non mental. mental. Ouais. Ouais, donc, Plus 2 en PV, plus un point d'action. Donc pour 7 points, on a beaucoup de buffs. On a une stat en moins. Et donc 2 stats à plus 2 plus 1. On a plus de PV plus un point d'action. C'est pas mal. On reste à 4 de mouvement. C'est complètement honnête. Couteau à dépecer, 3 dégâts saignement. Donc là, pas d'attaque alternative. On a que le couteau à dépecer. Je mets des guillemets. mhm. On pose des pièges, donc c'est un test de dextérité plus mental plus un des 10 doit être supérieur à 12, dextérité plus mental on part à 7, donc c'est du 5 plus pour le poser. Il peut Par poser un 8. piège dont il est équipé. On part à 8. Oui, des EM. Pisteur, ça Ah fait oui, 8. pardon, j'ai lu force, pardon. Donc on part à 8, c'est du 4 plus. Euh, le pisteur pose les pièges dont il est équipé pour la partie. Seul le pisteur est immunisé à ces pièges. Le pisteur se fond, et ensuite, donc spécial, le pisteur se fond dans le décor et bénéficie d'un bonus de plus 3 de cover contre les tirs. Donc il part à constitution 7 contre le tir, c'est vraiment bien.
-1 au jet de morale par Tuléen en plus en jeu et garde l'esprit du clan comme on a vu. Donc c'est un poseur de pièges qui est censé punir. Et donc on va aller se renseigner un petit peu sur ces Et lui, il a pièges. pas l'obligation aussi du chef de clan. Petit avantage. Ah exact, donc tu peux jouer ce générique sans aller chercher des chefs de clan. Donc 2 PA, 4 dégâts illimités. Le pisteur pose un collet à son contact, symbolisé par un marqueur. Une fois posé, ce marqueur a une zone de contrôle de 2 brasses. Ah oui, c'est violent. Un briscard passant dans la zone de contrôle du piège déclenche sur un 5 ou moins. Le marqueur est retiré dès qu'il est déclenché. Ça fait 4 dégâts et ça lui coûte 2 PA de le mettre en jeu, c'est ça. Ok. Mhm. Et ça coûte 8 pièces d'or et tu en as une version illimitée. Je suppose que tu peux pas en poser plus d'un à la fois, non? Euh, Si, rien nous dit que tu peux pas. Ouais, donc tu peux mettre plusieurs. Après, c'est énorme aussi. Après, c'est tes briscards plus tes briscards adverses peuvent se prendre dedans, tu vois. Ouais, si en face il y a un peu de contrôle, genre les poulpes qui font que tu fais des mouvements aléatoires et que tu fonces dans tes pièges, c'est dommage quoi. Ouais. Piège à ours, le second, 3 points d'action, 1 des 10 dégâts, illimité. Le pisteur pose un piège à ours à son contact, toujours les 2 brasses. Il passe dans la zone de contrôle, déclenche sur un 5 ou moins. La victime tombe au sol et devra se relever, donc celui-là il y a un poil plus de contrôle. Le marqueur est retiré dès qu'il est déclenché. Ça rappelle un petit peu les pièges des Hunters en Guild Ball, pour ceux qui connaissent. Mhm. En gros, on a des figurines qui posent des pièges à côté d'eux et quand on marche dedans, ça fait mal. Sauf que les Hunters ne marchent pas dans leurs propres pièges. Bon, voilà, c'est le cas du pisteur, mais pas de ses potes. Voilà, donc en gros, il y a beaucoup d'aléatoires avec les pièges quand même, parce que le dé de 10 de dégâts, c'est un peu qui tout double. Le fait que les pièges se déclenchent que sur du 5+, c'est un peu stressant. Et il faut les payer, ces fameux pièges. Donc si on veut un type de piège, on va monter à 65 points sur le pisteur. Après, ses stats sont un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on a vu d'autres sur les trappeurs. Ouais, c'est vachement intéressant, c'est rigolo ça. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Et tu peux en jouer deux comme ça. Pourquoi, pourquoi le pisteur devient intéressant avec une autre référence dont on parlera tout à l'heure, qui est le sculpteur? Parce que le sculpteur va permettre des téléportations. Donc on va pouvoir mettre des pièges pour protéger les mecs chez nous, qui défendent peut-être les caisses ou qui défendent le scénario. Et on va pouvoir téléporter des pièces qui vont aller agresser chez l'adversaire, rentrer à la maison. Et entre ces deux endroits, on va pouvoir poser quelques petits pièges pour que si les gens viennent nous attaquer, bah, ils prennent des dégâts tout simplement. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ok. Ensuite, Ludo, auquel tu penses? On parle de quoi? On va parler peut-être du chasseur, qui est le générique suivant. Du chasseur. Donc le chasseur 1, en fait, il a deux armes. Il a l'arc et il a le... Ah, la guisarme. Donc 57 ou 65 points. 65 points à l'arc, 57 à la guisarme. Et le chasseur avec l'arc, on va le préférer en chasseur 2 parce qu'il pour les mêmes caractéristiques, ça sera moins cher de 8. Donc pour le Ah chasseur oui, 1, exact. on parlera plus de la Exact. guisarme. Donc lui, Exact. donc au niveau des caractéristiques, c'est du 4-4-3-2. 4-4-3-2. Donc on revient un peu plus similaire au premier qu'on avait lu, avec inverser la dextérité et la force. On a vu ça pas mal de fois. Très souvent, les tireurs, ils inversent la force et la dextérité par rapport à l'autre générique qui a l'arme de corps à corps. Donc on l'a déjà vu dans d'autres factions, c'est assez logique. Ouais. Donc l'arme, c'est la guisarme, donc pour 5 dégâts. Ah, attends, Ah, pardon. toi, t'es sur... Moi, je suis sur autre chose, j'ai l'impression. Excuse-moi. avec les D'accord, flèches. ok. Je suis sur Ok. le chasseur avec la guisarme, pardon, effectivement. Donc ouais, étonnamment, il a moins en force qu'il a en dextérité. Ok, ok. Donc en réception d'un assaut, ce chasseur peut décider de porter une attaque de PA à la place d'une action de défense. Les réussites critiques s'obtiennent sur 9 ou 10 pour cette attaque. Lorsqu'il regagne, cette attaque bénéficie de 2 dés. Donc en fait, il peut complètement sacrifier les dégâts qu'il va encaisser pour frapper en retour. En Exactement. mode, tu me tapes, je te tape. Moi, j'ai envie de dire, c'est sexy, mais Ça se n'est-ce jouait pas beaucoup comme dangereux ça. Au tout début quand du tu quand as... ils sont sortis, tu dirais, les gens jouaient surtout 3 comme ça, puis ils les mettaient bien dans leur camp sur l'objectif et ils attendaient. Parce que ça a que 18 PV tout de même. C'est peu, hein. C'est pas folichon, mais par contre c'est une pièce défensive, donc avec le pisteur ça peut avoir du sens quoi, hein, en combo avec le pisteur pour justement comme on disait pour garder un objectif, pour rester derrière, ça peut être pas mal. C'est pas une figurine très très chère, on peut en jouer jusqu'à 3. Il y a 8 points d'action, alors il y a vraiment très peu de PV, hein. Moi quand je vois 18 PV, on a 2 points de vie des Dodgers et des loups de mer, c'est-à-dire qu'en termes de figurines, c'est des figurines qui peuvent mourir en 4 attaques, qui peuvent mourir très très vite dans le jeu, donc c'est dangereux, voire 3 attaques d'un colosse. Donc c'est pas facile à bien jouer. Par contre, ouais, on a des stats et on a des capacités qui sont sympas et des dégâts à 5 dégâts. Par contre, c'est là où c'est traître, ça n'a pas allonge la guisarme? Il n'y a pas la règle allonge dessus. Non, non, hein, ça n'a pas allonge, hein. Non, non. Donc à faire attention quand on l'utilise, quoi. C'est pas si évident. Mhm. Ça mériterait peut-être, mais ouais. Parce que ça veut dire que si en face il y a des allonges et qui t'attaquent, tu peux pas attaquer, quoi. Exactement, tu peux pas faire ton contre.
T'es bloqué par ton contre. Ok. Le chasseur 2, le chasseur 2, donc l'archer, je voulais dire, mais qu'on joue en chasseur 2 parce qu'il est moins cher. Il a toujours son couteau à dépecer. Il a les mêmes stats de base. Hein. Il Il a a un PA toujours en les mêmes moins. stats. Il a un point d'action en moins. Non, c'est pas ça que tu vois, toi? Attends. Le chasseur 2, je suis sur le chasseur 2. Oui, bien sûr, chasseur 2, oui, il a un PA en moins. Il est à 8 PA. Il a un Il a PA 7 en PA. moins, ouais. Il a 7 C'est ça, il PA, a 7 pardon. PA. Et donc, et 18 PV. Donc aussi très peu de 18 PV. PV également. Couteau à dépecer comme un peu les autres avec les 3 dégâts saignement. Arc en os, 15 flèches. 1 dé de 5 plus 1 dégât, portée 4-7. Mais il y a le fameux tir en cloche qui est très bien. 1 dé de 5 plus 1 dégât, portée 7-11. Ne nécessite pas de ligne de vue. Donc le mec peut se cacher, il prend une flèche dans les fesses quand même. Ouais, Et donc très enfin, les très bien. tests de mental un peu moins chers. Ces deux références, je les trouve quand même moins solides que les trappeurs qu'on a vus quand même. Bon, après, ça fait quand même des tireurs, on s'en est d'accord. Ça fait des tireurs à 57 points, des tireurs qui font en portée courte, donc qui est à 4 brasses, ils peuvent tirer à 2 dégâts plus 1 dé de 5, entre 3 et 8 dégâts. Donc c'est un petit peu petit bonheur la chance, la flèche, les dégâts qu'elle peut faire. Et 7 points d'action n'est pas complètement dément, c'est-à-dire que ça tire 2 fois à tout casser. C'est pas. Ouais, il me semble un petit peu léger avec 18 points de vie, il me semble pas très très solide pour 57 points. Je suis pas un grand fan de cette référence, mais dites-nous si vous en jouez plusieurs des chasseurs 2 à arc, si vous trouvez qu'ils sont quand même super forts parce que peut-être qu'avec avec quelques trappeurs en première ligne, les mecs n'ont pas le temps de s'occuper des chasseurs. Après, ça La rajoute table aussi de du jeu, tir. hein. Hein. Si à la table de jeu t'as un truc super haut, bah tu les mets super loin, de toute façon tu sais qui t'aura la portée et il est quasiment inatteignable. Pourquoi pas, Oui, parce hein. que ça tire à 7 pouces et la botte tire à 11 pouces, donc ça rigole zéro la botte. Hein. Mhm. T'es sur la table, tu prends une flèche. Hein. Touf. Ouais, donc Et voilà. une dextérité de 4 pour les tirs. Ok, donc ça c'est les deux types de chasseurs en gros. Donc là Mhm. on n'a pas fait le pêcheur encore, je pense qu'on va passer au pêcheur. Donc on a fait pisteur, trappeur, chasseur, et là on est à pêcheur. Quand même pas évident cette faction parce que ils ont des corps de métier assez similaires, on va dire. Alors, est-ce que je l'ai Alors vu? le pêcheur, c'est le pêcheur à harpon, il vaut 65 points, donc il est un peu plus cher que la moyenne. Mhm. 4, 4, 3, 3, 4 de mouvement, 8 points d'action, 22 PV. Il a un peu le meilleur des stats qu'on a vu jusque-là, sauf en force ou en mental, il est un petit peu en dessous des autres, mais il a en stats moyenne, si on liste tout ça, il est au-dessus. Harpon, 3 points d'action, aïe aïe aïe, j'aime pas les attaques à 3 points d'action, 6 dégâts, bon ça c'est énorme, et saignement, donc une grosse attaque, une grosse attaque. Peut lancer son harpon à moins de 4 brasses, la cible subit un des 10 dégâts et est ramenée en ligne droite dans sa zone de contrôle du pêcheur. En cas d'échec critique, la corde se casse et le pêcheur perd son harpon. Donc ça, c'est le pire des cas, c'est vous perdez votre harpon. Donc là, déjà, on peut se dire sur cette botte, il y a un combo tout simple qui nous vient en tête, c'est Pisteur. ben, pisteur met des pièges, je lance le harpon, je ramène Mhm. le mec revient droit dedans, il prend tous les pièges, et maintenant il est encerclé avec 3 ou 4 tuléens, et il prend des coups de harpon à 6 dégâts saignement, quoi. Parce qu'après, oui, il y a la science des mêlées. Après, il faut se débrouiller pour optimiser, pour avoir un maximum de tuléens qui arrivent autour de lui, pour avoir des plus 1, plus 2, plus 3 en attaque. Exact. Par contre, j'ai encore une question. Ça n'a pas allonge. Non, Pourtant, le harpon, quand tu prends le harpon, mais c'est pas le même harpon. Le harpon dans les objets, lui, il a allonge. il allonge, oui. Mais il fait C'est pas un de autant de mes objets dégâts. préférés. C'est pas. Ouais. D'accord. Assommoir, 2 PA, 4 dégâts, moins 1 PA pour la prochaine activation de la cible. C'est vraiment bien ça. Et Mhm. apparemment, il peut le faire plusieurs fois l'assommoir. Oui, il pourrait le faire plusieurs fois, oui. Grosse attaque celle-là. Hein. Bon, t'es avec Elle la est. botte que t'as déjà sur les. Ah, sur le gourdin, tu vois, donc du coup, tu pourrais virer beaucoup de PA à un adversaire en fait. Tu peux jouer beaucoup de figurines qui vont enlever beaucoup de PA à l'adversaire, qui jouent avec des saignements et des choses comme ça. Il a esprit du clan et il peut recruter que s'il y a un chef de clan. Tu peux en recruter qu'un seul, j'ai l'impression, le pêcheur au harpon. Il n'y a pas marqué de limitation sur la carte. Ça, Donc oui. je crois que ça veut dire un, c'est ça? Oui. Un seul. Franchement, c'est une pièce sexy parce qu'elle va. C'est ce qu'on appelle une pièce playmaker. Playmaker, c'est qui crée du jeu. Ça veut dire que si le mec fait rien, ben vous avez une pièce qui dit ouais, mais moi je fais rien aussi, mais je vais rester safe, je vais rester chez moi, mais je vais ramener quelqu'un, je vais créer du jeu, je vais t'obliger à réagir. Mhm. Et simplement pour ça, je le trouve super intéressant. En plus, ses stats sont vraiment pas dégueulasses. Ses attaques, il en a deux, elles sont toutes les deux bien. Il est pas mal ce pêcheur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve qu'il était pas mal pour justement créer du jeu, etc. Après, la question, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre plutôt un
tulien de base, tu vois, et de lui mettre l'objet standard de harpon. Tu veux dire un trappeur payer sur ton trappeur le harpon qui vaut 15 points. Du coup, il gagne la portée de corps à corps 2, Mhm. parce que le harpon fait ça. Le harpon, dans mes souvenirs, c'est D5 plus 1 dégât. Tu me diras si j'ai tort ou pas. On dira dans les coms, tu mettras un message si j'ai dit du caca. Mais je crois que ça fait des dégâts comme ça, et ça peut se lancer pour ramener les gens, bien sûr. Donc du coup, en fait, ça te permettrait soit de jouer 2 harpons avec le pêcheur, si tu veux en jouer plusieurs, soit jouer à une sorte de super trappeur et garder ce gameplay-là. Ouais, d'accord, ouais. C'est une réflexion à voir. Bon. Ouais, Oui, après le trappeur 7 points d'action, là le pêcheur, il en a 8 quoi. oui. Ouais. Ah, c'est ça aussi, hein. C'est ça Et du aussi. coup, pour finir un petit peu les Tuléens, avec ces 6 références, on en rajoute une petite septième que nous on trouve assez sexy. C'est le sculpteur, c'est un magicien en limitation 2, donc c'est un générique qui est pas très cher. Et le sculpteur peut poser des portails. Donc on va le prendre dans le bon ordre. D'abord ses stats. Il est à 65 points. Il est 4, 4, 3, 4, 4 de mouvement. Donc c'est des belles stats. Peut-être les meilleures de ce qu'on a lu jusque-là en termes de moyenne. 8 points d'action et 20 PV. Apparemment c'est un abonnement chez eux. Ils ont tout ça. À 1 près, 2 PV près. Maillé à 4 dégâts. Assomme au lieu d'ajouter la force sur une réussite critique. Donc déjà, on a une arme qui peut assommer. Vous savez qu'assommer, c'est très fort dans le jeu. Pas de défense. Donc à partir du moment où le mec est assommé, tout va passer. Et donc si vous jouez du nombre qui fait 4 ou 5 dégâts, comme on a vu avec les trappeurs, avec les gourdins, ou les haches, ça peut faire très 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 mal. Donc c'est une grosse règle spéciale, ça. Parce qu'on pourrait booster pour chercher le critique. Art Nunavik. La difficulté pour invoquer des totems est diminuée de 1 pour les mages de la bande. Esprit du clan, moins 1 au jet de morale par Tuléen en plus en jeu. Donc autant dire que déjà il partait à 8, le mec, ok, il aura pas peur. Ne peut être recruté que par un chef de clan. Donc encore une fois, on se réfère à cette référence-là. Il faut un chef de clan. Spécial 2 PA, le totem récupère 4 points de vie. Donc il peut soigner les totems. C'est pas une fois par tour, donc il peut soigner un totem. Spécial, en mode campagne, il est spécialisé charpentier. C'est Jésus. La figure de proue est à moitié prix sur une embarcation de votre choix, parce que c'est un bon négociateur et qui finit à la main de sculpter la figurine de proue. Bon, c'est sympa. En campagne, nous on a un mode campagne que le confinement a un petit peu, disons, temporisé, Pété. on va dire. Mais on s'amuse bien en mode campagne, c'est vraiment rigolo. On dit qu'il a Donc un récupéré un sculpteur en mode bateau en mode campagne, scandale. C'était tellement drôle. il faudra en parler. Il faudra en parler à François qui fait la campagne en Tuléen pour peut-être qu'il recrute un sculpteur pour avoir une belle figure de proue sur son bateau et, et des règles spéciales. Mais ouais, le sculpteur qui donc déjà sur ses stats et par ce qu'il propose est déjà sexy en soi, hein. 65 points, magicien, assomme en critique, de bonnes stats de base, une belle mobilité, du soin sur des totems, bien. Maintenant, le totem portail à 10 points. Donc 4 PA, une fois par partie, sur un 5+, le sculpteur construit un totem portail à l'endroit où il se trouve et un autre à 7 brasses maximum du premier au début de son activation. Durant la partie, les alliés à une demi-brasse d'un totem portail peuvent se téléporter à une demi-brasse d'un autre totem portail pour un point d'action. Les objectifs de scénario ne peuvent pas passer à travers les portails, ça aurait été un peu pété, hein. Les portails d'un sculpteur disparaissent lorsqu'il est mis hors combat. 10 points, ça vaut 10 points, donc en gros notre sculpteur passe à 75 points s'il fait ça. C'est super intéressant, c'est le gameplay un peu tuléen assez fort, parce que ça rappelle un peu la carte des cochons, tu sais, où on a double mouvement tour 1, tu sais. En plus, c'est Enfin, super quand on déclenche, on va récent, avoir hein, double donc mouvement. les étudiants ont vu ça il y a pas longtemps et vraiment ça apportait un gameplay de fou, hein, à leur faction, hein. Bah oui, c'est complètement dément. Parce que ça veut dire que je peux. En plus, il joue beaucoup d'activations. S'il me reste 2 ou 3 activations en face, il lui reste pas grand chose. Je peux faire, je fais mon totem. Le mec fait putain, je peux pas le casser. Et boum, j'envoie 2 trappeurs en fin de tour, poser des questions à quelqu'un, lui retirer des points d'action ou le tabasser à mort, ou faire de l'objectif. Et du coup, je prends un avantage décisif dans la partie grâce à ça. Et en Tina attendant qui ce moment revient. fatidique. Ouais, c'est ça. Et après, ils reviennent. Et en attendant ça, en fait, je peux jouer assez défensif avec mes autres références, posant des pièges, en ramenant des gens dedans, en divisant en deux son armée. Parce que du coup, le mec doit réagir avec ce qui se passe chez lui, tout en ayant en face de lui des mecs qui le ramènent et qui le démontent chez lui. Donc le sculpteur de portail, très intéressant. Surtout qu'il peut faire un totem de feu en magie, non? Il a accès au totem de feu ou pas? Il a pas le totéisme. Il est pas magicien. D'accord, ok. Ah oui, c'est un faux magicien en fait. Je dis que c'est un magicien, mais c'est un faux magicien. Oui, c'est ça, c'est pas il a pas le l'arcane de magie, totéisme ou un autre, donc du coup en fait, il invoque pas de totem, il construit juste les siens. D'accord.
Mais en tout cas, ouais, donc pardon, j'ai dit que c'était un magicien, ça ne c'est pas le cas. Mais en tout cas, je trouve que son rapport qualité-prix est excellent parce que derrière, il fait du karaté, le petit gars, le sculpteur. Il a tendance à mettre des coups de bâton dont on se souvient. Du coup, ça propose, on voit qu'ils ont des choses pour bouger les figurines ennemies, pour téléporter leurs propres figurines, enlever des points d'action, poser des saignements. Ils sont pas très très tanky, donc il faut faire attention, ça meurt assez vite. Mais après, on peut en jouer un certain nombre avec un chef de clan qui peut être plus solide. Donc ça veut dire que est-ce que le mec va mettre beaucoup de points d'action sur des figurines qui valent 50 points, quand à un côté tu vas avoir un chef de clan qui va valoir entre 100 et 150 points, qui lui peut maraver n'importe quoi sur la table. C'est compliqué. Donc ouais, on peut voir qu'on a quand même des choix de création de liste assez riches. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludo? Moi je trouve que c'est très bien, hein, ils ont beaucoup de génériques qui sont pas chers, mais je trouve qu'il manque quand même ces génériques qui se valent quasiment rien, comme les Dodgers, comme Ah, bah ça, peut-être que t'en veux trop là. ouais, peut-être que c'est trop. Mais après, je les trouve quand même assez cost-effectifs. Là, leur trapper où tu peux en jouer 5. Du coup, je trouve que ils sont pas en reste. Ok, ils ont pas de figurines pas chères du tout. Mais par exemple, le dernier duo pack est pas excessivement cher. Il vaut 250 points, je crois, un truc comme ça, non? 200 points. L'ours et le guerrier là. 95 et, Et 120 et l'ours, il fait, 115. je crois, non? 115. Ouais. Et donc, du coup, tu peux imaginer que tu peux jouer ça, un poseur de portail, tu as 300 points, il te reste 200 points, tu peux mettre 4 trappeurs ou du pêcheur pisteur. Enfin, tu vois, tu as des options de création de liste qui sont quand même sexy, avec pas mal de figurines à la queue leu à la fin, et avec plein de capacités différentes, plein de gameplay différents. Et autant dire, l'ours qui se téléporte chez l'autre avec sa taille de socle, qui paye son truc pour charger gratos plus loin, et taper avec 50 000 attaques, et qui après a ses attaques de base, je crois que ça retire environ n'importe quelle figurine du jeu. Non mais c'est vrai, on rigole, mais c'est parce que le combo de base, sinon, c'est d'envoyer Tormund Tornita. euh... Hein, pardon? Tormund Tornita. Tornit, ouais, mais c'est Tormund dans mon cœur. Mais c'est Tornit qui arrive avec son arbre et qui refait la déco, hein, qui, qui vous fait un petit design d'intérieur en Et mode bon là on va plutôt mettre. un des Là je combos pensais qui était retirer les donné briscards aussi, et c'est mettre que des arbres. tu achetais une magicienne, tu mettais encore 2 PA encore en plus à Tornit, comme si c'est Ouais. jamais assez. Oui, l'accélération avec Anna, ça se voit pas mal aussi. Vous connaissez peut-être cette liste où du coup Tornit, on va l'améliorer avec l'accélération qu'on met sur Anna, qui va lui mettre du soin aussi dessus. Le poseur de portail fait qu'on va téléporter le colosse directement chez l'adversaire. Il va faire son attaque globale où il massacre tout le monde. Quelques coups de sapin bien placés, paf paf. Et après, hop, il se retéléporte à la maison. À toi de jouer. Et tour prochain, on y retourne. Et ça, mentalement, c'est pas facile à affronter parce que c'est dur, quoi. Mais voilà. Ok. Non, mais bien sur les Tuléens quand même, hein. Je trouve qu'ils ont une base de liste qui est intéressante. Ouais, après, il faut étudier quels sont les chefs qui répondent le mieux à ça. A-t-on les points pour payer Anna, plus un chef, plus un ours, plus un machin? Il faut regarder le format de la partie aussi. Mais on voit quand même ils ont beaucoup, beaucoup de refs, de choix dans les refs, hein. Parce que là, on est sur 7 figurines à moins 65 points, quoi. À 65 points et moins. Donc c'est Ouais, quand même pas mal, hein. ouais, c'est pas mal. T'as des factions, t'en as peut-être une ou deux, et là t'en as énormément. T'as du choix. Ouais. On nous a reproché, à juste titre, de ne pas avoir parlé dans la vidéo d'avant du Birgus, que l'on trouve assez cher. Il vaut 81 points ou 79, je crois que c'est ça. Et où on peut en jouer jusqu'à 3. C'est le Birgus non nommé qui a une lance, qui a MZ2, qui a 3 de force et 3 de constitution, mais une grosse armure. Enfin, peut-être qu'il a 6 de constitution, je sais plus. Mais c'est une bonne figurine de contrôle et pour gêner, pour engager. Elle est vraiment dans le gameplay des crabes. Mais effectivement, on n'en a pas trop parlé parce que pour nous, c'est une pièce intermédiaire. C'est dur de tabler sur une triplette de ça. En plus, comme ils ont un gameplay très tranché, c'est compliqué pour eux de jouer scénario avec ce genre de figurine. Du coup, c'est presque déjà un spécialiste, on trouve, avec Ludo. C'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé, mais effectivement, c'est un générique. En fait, dans cette série des génériques, on n'est pas très 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 honnête non plus, parce qu'on parle de persos nommés, et il y a des génériques dont on ne parle pas. Mais parce que soit ils sont souvent pas dans le ratio qualité-prix ou dans le ratio juste prix. Par exemple, la monture des hommes poissons, c'est un générique. Et on n'en a pas parlé. Mais c'est un générique. Mais c'est 170 points, quoi. Genre, c'est un générique qui coûte. Donc voilà. Ludo, t'es toujours avec moi? Ouais. Avec toi, oui. Ouais, donc peut-être qu'on vous en parlera plus tard, etc., de ces figurines Mais un voilà. peu intermédiaires, parce qu'en fait, ils sont entre eux, justement, ces figurines pas chères et ces héros. Et la discussion, elle est là, quoi. C'est que pour ce prix-là, on a quasiment 3 Dodgers ou 2, tu vois. Donc, Mm, mm.
Donc la réflexion, elle est là. Mais oui, on peut en parler, ça, y a aucun souci. Bon, on va peut-être passer aux mercenaires, parce que là, on a passé pas mal Ah, de temps mais sur les Thuléens, mais les mercenaires, ça va être encore plus long. mercenaire, j'adore, c'est une de mes factions préférées. Moi, je suis Orénoque et mercenaire, et je monte souvent des listes Orénoque avec énormément de mercenaires dedans, j'adore ça. Donc, je vais vous ouvrir avec une de mes références préférées du jeu que j'ai joué dès que j'ai lu la carte. J'ai fait sérieux et j'ai fait, on peut en jouer combien? Deux, j'en joue dans toutes mes games. C'est le journalier 1. Et, Euh, et c'est quand on lui a vraiment. dit en campagne, c'est limité. J'ai fait, je vais en recruter quelques-uns. J'en commande 25. Non, alors, le journalier 1, 50 points tout rond. 50 points tout rond. Qu'est-ce qu'on nous propose pour 50 points? 4 de force, 3 de dextérité, 4 de constitution, 3 de dextérité, 4 de force, 3 de mental, 4 de mouvement, 8 PA et 26 putains de points de vie. Donc en Hmm, fait, c'est énorme. Déjà, si on compare juste au trappeur, là pour le même prix. déjà, pour le même prix, on a un mental de plus, un point d'action en plus et 6 PV de plus. Si je dis pas de bêtises, ils sont à 22 ou ils sont à 20? Ils sont à 20. Donc on est bien avec des stats beaucoup plus hautes. Ensuite, les mecs ont un gun. Putain déjà, ça rigole zéro. Ça c'est le côté, c'est le côté dans le hood. Les yinches, tu fais gaffe quoi. Pistolet à silex, donc c'est le flingue de base du jeu qui est excellent, donc il peut tirer 2 fois avant de recharger. 4 PA à portée 4-7. Les deux ne sont pas des échecs au tir avec cette arme, donc ça donne une meilleure sécurité au tir. Et ça fait 5 dégâts du coup à portée 4, donc c'est quand même super sexy. Hache d'abordage, mais on n'a que le nom, c'est pas la hache d'abordage des loups de mer, donc on se rassure, ça fait pas les objectifs sur 2+, sinon la figurine elle serait juste incroyablement trop puissante. À force plus 1 dégât, donc on tape à 5 dégâts de base, donc ça c'est très fort aussi, c'est des gros dégâts. Par contre, c'est dépend de la force, donc si on prend des malus de force, mais si on prend des bonus de force, vous avez compris, ça va jouer avec ça. Et enfin, de base, ils ont un équipement, c'est le ROM, usage unique, une fois par partie, ils peuvent claquer leur ROM pour pouvoir relancer leur test de mental. Euh, que dire cette référence? C'est donc elle fait tout. Elle fait le scénario. En début de partie, elle peut tirer en restant tranquillement chez soi, en restant à bonne distance de combat. Elle peut aller tabasser parce qu'elle a un potentiel de posage de 20 dégâts hors critique. Elle peut faire du scénario, encore une fois. 4 de mouvement, ça permet de courir loin, ça permet de faire plein de choses. Bref, moi je l'aime beaucoup parce que c'est une pierre angulaire du jeu, c'est-à-dire qu'elle répond à toutes les contraintes du jeu. Peu importe le scénario, peu importe l'équipe adverse, peu importe ce qu'il faut jouer, ils ont toujours un mot à dire. C'est le Bob le bricoleur du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont toujours quelque chose à faire, tu vois. Un journalier chien, il te déçoit jamais parce qu'il peut toujours répondre à une situation. Voilà. Une liste Moi j'en ai compétitive que j'ai vu qui commençait souvent par deux journaliers 1. Voilà, moi c'est très souvent mes listes, c'est double journalier 1 et après je vais réfléchir parce que ça te permet d'accéder à énormément de choses. Voilà. Ça c'est très très bien dans les listes d'armées où par exemple t'as pas beaucoup de figurines approchant de ces moyennes-là. C'est sûr qu'un Tuléen, il n'a pas grand intérêt à jouer un journalier 1 parce que même s'il a un flingue par rapport à ses figurines à lui et qu'il est un petit poil au-dessus de ses stats, ben il répond pas aux contraintes de plus on est nombreux, mieux sont nos meilleurs tests de mental, la magie sur les alliés, ce genre de choses, ça va être moins intéressant. Donc chez les Tuléens, c'est pas ouf. Par contre, chez un banni ou chez d'autres références, d'autres factions, ça peut Chez être un super Quintor, c'est intéressant. génial, hein, puisque chez les Quintor, généralement, tu vas manquer de tir, et bah là, tu vas apporter cette pièce de tir pour Le pas fait très que tu cher. as un flingue, c'est quand même extraordinaire. Complètement. Mhm. Voilà, donc j'ai fait l'éloge du journalier 1. Moi, j'en joue quasi à doublette tout le temps. Le journalier 1 va avoir deux-trois figurines à 50 points qui vont être comme lui extrêmement intéressantes. Je vous propose Ratus en premier. Ratus, donc c'est un nommé, vous voyez, donc on est en train déjà de tricher. Il vaut 44 points, mais on va très vite le payer un poil plus cher parce qu'il a une règle spéciale pour 5 points de plus. Sa dague de base est empoisonnée. Ratus, donc on est sur du 3 de constitution, 5 de dextérité, 3 de force, 4 de mental, 5 de mouvement, 8 points d'action, 22 PV, donc des stats assez similaires, un poil moins bien en force et constitution, mais par contre une grosse dextérité, parce que 5 de dextérité pour moins de 50 points, c'est quand même assez rare. Beaucoup de points d'action, des points de vie de manière honorable, beaucoup de mouvement. Et alors, arme de base, 3 dégâts sur la dague, et elle peut être empoisonnée pour plus 5 PO. Donc autant dire que c'est le point fort de la figurine. Et enfin, derrière, elle a sabotage, une règle spéciale qui est assez situationnelle, mais qui peut être très forte. 2 points d'action, mental plus un D10 supérieur à 10. Si les pièces d'artillerie adverses à moins de 5 brasses de Ratus font des échecs critiques sur 1, 2 et 3 jusqu'à la prochaine activation. Donc ça, c'est un petit peu signature anti-canon, anti-baby Rotuma.
Voilà, anti ce genre de choses. Donc si vous tombez contre un banni qui joue double ou triple artillerie, vous pouvez vraiment l'embêter avec Ratus. Mais ça, c'est un petit bonus. J'ai envie de dire que Ratus de base, il pose des poisons, il pose du contrôle. Donc c'est simple, ça c'est une pièce que par exemple les hommes poissons ont envie d'acheter pour rajouter encore plus de poisons dans leur liste. Ça peut être aussi une pièce qu'on va jouer chez les Maok, comme on disait, pour jouer sur les tests de mental après, avec le feu, avec les poisons sur la lancière, pour jouer du contrôle. Ça peut être pas mal parce que c'est aussi une pièce qui esquive à 8 points à 8, avec constitution plus dextérité. Donc c'est une bonne pièce. Qu'est-ce que tu en penses toi de Ratus, Parce que Artus, c'est Ludo? puisque c'est une pièce qui va avoir du poison pour ce prix-là, c'est quasiment donné. Une fiole de poison, c'est beaucoup plus cher normalement. Donc du coup, en C'est fait, 15. on va pouvoir, ouais, je dois être 15, un truc comme ça. Donc du coup, en fait, on va pouvoir empoisonner quelqu'un très facilement. Et il y a même des listes à thème qui ont été faites comme ça, à base de poison. En mode, on va mettre des fioles de poison à qui on peut, et après, on va encore rajouter Ratus pour surenchérir le nombre de poisons. C'est-à-dire que l'adversaire, eh ben, il va avoir des anti-poisons, des cataplasmes généralement, mais ça sera limité à un certain nombre. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, c'est un passé, quoi. Faut vraiment Exact. saturer Et, là-dessus. et on voit que dans une liste avec une Shimae anti-potion, anti-machin, on va et du poison sur les fougous. On paye du poison sur un autre perso à partir de l'inventaire Eratus. On va pouvoir vraiment être méchant, Mhm. Exactement. énerver les gens. Voilà. Donc Ratus, vraiment très intéressant. Déjà un petit peu spécialisé, mais très intéressant. Ensuite, à 50 points, peut-être la référence la plus emblématique du jeu, une référence ultra sexy, vous connaissez très bien, c'est Mae. Mae, la fameuse Mae, notre tournoi, le logo c'était Mae. J'étais en train de le dessiner avant qu'on n'ait plus le droit de faire le tournoi, que vous savez tout le bazar. Et ben on était sur Mae et on était en mode, on voulait éditer une carte collector du tournoi autour de Mae. Parce que Mae, on a une façon de la jouer assez rigolote qu'on va vous décrire ici. Mais Mae, nous, c'est une de nos références préférées à Strasbourg. J'ai commencé à Oh, la je pense que jouer. partout, hein, tout le monde aime beaucoup Mae, hein. Voilà. Vu le Oui, style, oui, c'est vrai. etc. C'est vrai. C'est. C'est vrai, parce elle est ouf et en plus elle est belle. Donc Maë, c'est la violoniste. Elle a donc 50 points, 3 de constitution, 6 de dextérité, extraordinaire, 3 de force et 5 de mental, c'est aussi extraordinaire. 5 de mouvement, c'est extraordinaire. 8 PA et 26 PV, c'est très bien. Donc jusque-là, déjà, on est sur des stats qui sont très sexy. Le 3 de constitution fait que il faut mieux garder un peu de points d'action pour pouvoir essayer d'esquiver en partant à 9. On voit que c'est pas quand même une figurine qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi avec elle. Arme de base, elle a un canif de poche à 1 PA, 4 attaques maximum à 3 dégâts. Donc ça, en vrai, ça fait comme si elle tapait à 6 dégâts pour 2 PA, donc c'est très fort. Le défaut, c'est qu'on part à 6, parce qu'on part à force x2, donc c'est facile à contrer, entre guillemets. Mais mine de rien, il y a beaucoup d'attaques qui sortent. Après, est-ce qu'elle est là pour Permet ça? de... Pardon, tu dis Ludo? Est-ce qu'elle est là pour faire des dégâts? Non, elle est pas là pour ça. Elle est là pour crocheter sur du 4+, comme tu dis, pour faire Après, du scénario. alors oui, en fait, c'est là où elle peut tout faire pour moi. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle peut tout faire. Elle peut crocher sur les 4+, elle feinte pour 1 PA de moins, donc en plus, quand on feinte, on met de la dextérité dedans, donc c'est intéressant. Et elle peut voler pour 1 PA de moins. Donc en fait, elle a plein de règles spéciales super intéressantes. Chez les Sundar, elle est considérée comme un Sundar, donc autant dire que très souvent les Sundar la jouent. Qu'elle est Et générique, en Sandar, en équipement, fait, hein, elle a un violon qui est un mystère absolu, parce que je crois que c'est juste que c'est joli, quoi, un violon. pour la campagne, hein. C'est dans la campagne qu'il se passe Règle des choses. spéciale pour le mode campagne. D'accord. Mais en gros, Mae, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une énorme mobilité, elle propose du scénario en folie le scénario, vraiment. Parce que genre, il faut une figurine à 150 points pour faire le scénario comme elle, quand il n'y a pas besoin de constitution et de force, j'entends, attention. Mais en dextérité et mentale, elle a des stats qui sont très 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 élevés. Elle peut faire des dégâts pour achever des trucs, elle peut gêner, elle peut crocheter. Bref, elle est assez polyvalente. Moi perso, je l'ai joué avec un, avec un gros flingue pendant longtemps. Et en fait, je la joue avec le multigun qui vaut 19 points. C'est le fameux flingue qui peut tirer jusqu'à 4 fois la queue leu en payant 1 PA de moins par tir supplémentaire sur la même cible. C'est-à-dire que vous tirez à 2 PA, puis 1, 1, 1, donc 5 PA, pour tirer 4 balles sur la même cible. Et comme elle part à dextérité 6, elle part à 12 pour toucher au flingue. Et en général, je lui paye les munitions pour qu'elle touche sur du 2+, et que le 2 soit pas un échec, et qu'elle ait une relance par partie. Et elle fait des dégâts au tir de fou. Et avec les journaliers chiens, du coup, tu peux construire une armée qui peut tirer en début de partie, et après être très efficace sur les scénarios quand il commence à y avoir quelques morts en face, et que le mec peut plus tout gérer. Il peut plus faire et le corps à corps et le scénario. Donc voilà, moi je la joue vachement comme ça. Donc elle monte plus cher en points, je crois qu'elle monte à 78 points, un truc comme Ça ça, fait 19 quoi? et Ça 10. fait 20 PV, c'est ça que tu fais avec Mae, plus 10 avec les journaliers? Plus 20 encore. Bah, Donc ça fait 40 PV en tout que tu retires. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, Maë, là, elle peut tirer plus que ça, hein. Parce que du coup, elle se retrouve à tirer
Elle se retrouve à tirer pour 5 points d'action. Elle recharge pour 4, non pour 3 parce qu'elle a pas d'arme à feu, c'est ça? Alors, non, justement, si tu mets la poudre, tu vas recharger normalement. D'accord, donc elle recharge pour 2. Et donc du À coup après 3. il y a d'autres Recharger à combos et 3. tout. Voilà. Et après tu peux passer le flingue à quelqu'un. Enfin, si tu joues Dixon, enfin on verra avec Dixon après. Mais avec Dixon, Il y a trop ça de prend encore trucs. plus de sens. Mais voilà, moi c'est comme ça que je la joue. Je l'avais joué aussi avec une pique. Maï avec une pique, c'est l'enfer. Maï avec une portée de corps à corps 2, tu la joues comme une lancière. Tout d'un coup, c'est une lancière. Sauf qu'elle enlève de l'armure et qu'elle fait le scénario, c'est une lancière. Et elle vaut 65 points avec une pique, donc c'est pas excessif. Tu peux la jouer avec du poison aussi. Vu qu'elle feinte pour un point d'action, elle peut aller sur quelqu'un le poison pour un point d'action avec son attaque de base. Puis après, elle feinte, elle s'en va et elle va en poison quelqu'un d'autre. Et comme elle s'en va de 2,5, vu qu'elle a 5 de mouvement, ça permet de sauter de figurine en figurine et poser 2 ou 3 poisons dans le tour. Donc avec Kratus, ça peut être monstrueux. Bref, vous êtes en train de comprendre que je suis en train de vous donner 3 façons de la jouer de manière complètement différente, qui sont toutes les 3 très fortes. Bref, Mae, à quelle sauce vous voulez votre Mae, quoi. Parce que c'est une des références les plus ouf du jeu, tout simplement. Et j'ai toujours plaisir à voir la figurine sur la table, donc je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, ouais, j'en fais souvent l'éloge. Est-ce que toi, t'as d'autres mailles en tête comme ça, autres que ces trois-là? Pas spécialement, quoi, mais de toute façon, t'as déjà dit le principal, hein. Après, chacun va voir Maé à sa porte. Ou après, avec une nage d'abordage aussi. J'ai pas, j'ai pas pensé, mais une nage d'abordage. Pour le scénario, tu Oui, avec vois. une nuage d'abordage, là, si tu veux qu'elle soit scénario level 9000, si tu veux Ah, que rien lui résiste en termes de scénario, tu lui mets une là où nuage tu vois, tu te dis, voilà, d'abordage. casser des objets, c'est compliqué, c'est sur du 6. Bah, on met nage d'abordage, c'est bon, maintenant c'est sur du 2+. Je me déplace à 5. Elle Ah tombe ouais, les là, c'est la caisses. folie. C'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. Donc, Mae, grosse référence. Ensuite, on va tomber sur Dixon, qui est encore un nommé. Dixon, qui est très intéressant, très très riche. Donc, Dixon, ça vaut 54 points, ce petit gars-là. Déjà, la figurine est magnifique, moi j'aime beaucoup. 3 de constitution, 4 de dextérité, 3 de force, 5 de mental. Donc, pareil, un peu comme Mae, des stats un peu faibles et des stats un peu hautes. Donc, c'est vachement intéressant. 3 de mouvement. Alors là, attention, hein, ça traîne un peu la patte, donc c'est pas ouf en mouvement. 8 PA et 24 points de vie. Donc on a quand même eu des stats qui sont ok pour 55 points. C'est 54, c'est pas mauvais, c'est plutôt ok. Ensuite, pistolet à silex, vous connaissez bien. Donc encore un flingue. Et un sabre d'abordage à force plus 1 dégâts, donc à 4 dégâts de base. C'est le même que Donc, le journalier. donc comme le journalier, mais un dégât de moins, parce que le journalier, il a 4 de force, donc il tape à 5 dégâts. Donc en gros, Dixon rajoute beaucoup de tirs, mais on va voir pourquoi ensuite par la suite. En cas de réussite critique, lors d'une attaque de corps à corps, Dixon ne fait pas de dégâts supplémentaires, mais empoisonne sa cible. Surprise, roue du poison qui ressort. Donc on voit qu'il y a des thèmes qui ressortent. Créature aquatique, créature amphibie, bah oui, parce que effectivement, il peut. Ensuite, un tonneau, donc ça c'est super intéressant, c'est qu'en gros il vient avec un tonneau, vous choisissez quel tonneau vous lui activez. Il y a 3 tonneaux. Le tonneau à poudre, donc c'est le plus utilisé de manière générale. Les briscards de la bande de Dixon, lui compris, voient leur coût de rechargement des armes à feu baisser de 1 PA, tandis qu'il reste à moins de 4 brasses de lui. Donc ça dit quoi? Ça veut dire qu'un journalier chien qui peut tirer 2 fois avant de recharger et qui tire à comment ça s'appelle? Qui tire à 4-7. Si il avance et qu'il tire, il peut tirer pour 2 PA, il retire pour 2 PA, il peut recharger pour 2 PA et retirer pour 2 PA encore. Mhm. Donc il peut faire 3 tirs dans son activation. Ça commence à faire pas mal. Mai avec le multigun peut en faire 4 et elle est prête pour le prochain tour pour refaire 4. Donc vous voyez, le Dixon lui-même peut tirer beaucoup de fois, il peut aussi faire le même combo, donc il peut tirer aussi 3 fois. Donc là, vous commencez à avoir une série de tirs qui rigolent plus. Et en fait, moi, j'ai une liste à thème que j'ai appelée le. En général, c'est la gunline. Et gunline, c'est-à-dire ligne de tir. Donc, c'est les termes qu'on dit dans des jeux de figurines quand on joue quasi que du tir. Et en général, je mets un gros devant. Donc, j'ai ma gunline Minos quand on joue en 600 points avec un gros, où Minos va tabasser tout le monde tandis que les balles fusent derrière lui et massacrent tout le monde. Ou alors, la version à 500 points, c'est la gunline avec ce bon vieux Socrate en capitaine qui lui va tabasser et griffer tous les survivants directement. Et je t'assure que l'adversaire, il se pose des questions. Est-ce que je tape Socrate et je le rends plus fort ou je dois à tout prix le tuer? Tandis que je prends tellement de balles dans les fesses qu'il faut réfléchir très vite, quoi. Et non, mais ça marche vachement bien. Ça, c'est une de mes listes types. C'est une de mes listes types et Ah, mais je j'ai me rappelle tournoi dessus, Sandy ça qu'il s'est bien avait passé. joué à un tournoi à Nancy. Il y a eu des Ouais. traumatismes. Ah ouais, c'était. Il y avait une des games où le mec, avant juste une figurine, il garde 6 points d'action, il la met un peu. Voilà.
Et moi, je fais OK, Maë, je lui mets 20 dégâts. Il fait qu'est-ce qui s'est passé? J'active un journal chien, je l'achève. Et là, il regarde, il fait mais il te reste un journal chien, il te reste les puces, il te reste machin. Je fais oui. Il a fait OK, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça va bien se passer. Donc, deuxième tonneau, c'est du rhum. À 4 brasses de l'huile, les gens peuvent relancer les tests de mental ratés. Je l'ai joué comme ça aussi au début. Je jouais avec du rhum et beaucoup de figurines pour rentabiliser le rhum et le fait qu'ils avaient des tests de mental faibles. Donc c'est une bonne Et option aussi. avec les Orénoques en fait. Comme les Orénoques justement, ils ont besoin, si tu joues beaucoup de Dodgers, d'avoir des Oui, rôles, etc. Donc c'est surtout dans ce cadre-là. c'est ça. Je jouais chez les Dodgers comme ça. Et du coup, c'était pratique parce que du coup, il avançait, Dixon, il mettait un coup de flingue, il gardait un peu de points d'action pour survivre, et il avait son rhum, et les Dodgers fonçaient dans le tas, ils prenaient du feu, ils prenaient des trucs pour les relancer, c'était cool. Les briscards de la bande de Dixon, lui compris, donc ça c'est nourriture, peuvent utiliser la nourriture d'un tonneau comme s'ils possédaient une viatique dans un équipement dès qu'ils sont dans sa zone de contrôle. Ils doivent être libres de tout adversaire. Donc ça en gros ça fait des potions de soins. Ça c'est plus compliqué à bien utiliser, mais ça peut être super intéressant aussi. Donc je l'ai jamais joué la dernière, mais je pense que ça peut être pas mal. Par contre, du Tuléen pour enlever les saignements, c'est intéressant quoi. Ouais, ou du crabe pour se soigner à l'infini et être full cancer. Il y a plein de choses à faire, hein. Et donc Dixon, il vaut ses points et c'est une pièce de support de construction de liste. Donc c'est pour ça que je le mets un peu dans les génériques parce que Dixon à lui tout seul, il peut changer votre construction de liste, peu importe ce que vous jouez, parce que c'est un mercenaire, vous y avez accès. Donc vous pouvez vous dire, je vais partir sur des mentales bas, mais c'est pas grave parce que je vais avoir Dixon pour les relances de tests de mental. Je vais faire ça comme ça. Et je vais partir sur du tir avec des armes à feu, et ben ouais, mais je vais avoir Dixon pour recharger plus vite, comme ça je vais avoir plus de tirs, tu vois. Donc en fait, il va être hyper constructif pour des combos de création de liste, Dixon. Vraiment une de mes refs préférées du jeu, encore une fois, hein. Mais là, Ok, moi je suis un incroyable, joueur hein. mercenaire, donc journalier, Mae Dixon, c'est 3 refs que j'ai joué mais à l'infini, quoi, hein, vraiment énormément. Que j'ai joué énormément aussi avec la référence qui suit, que la création a joué énormément, à un point que Gwen a dit que la prochaine fois que je moule ces connards, je me suicide. On parle des pingouins, bien sûr. J'en peux hup de voir ces conneries sur la table tout le temps. Les pingouins. Alors, les pingouins sont ultra forts dans le jeu. Quelle est leur qualité première? C'est que pour que 50 points, j'ai 3 références et donc 3 activations. Mhm. Ils auraient peut-être dû faire une règle spéciale comme quoi ils s'activent en même temps ou quelque chose comme ça pour éviter de donner autant de points d'action, autant pardon d'activations différentes sur aussi peu de valeur en points. 50 points, 3 activations, c'est le record du jeu. Il n'y a rien qui peut concourir avec ça. C'est-à-dire que les autres refs les moins chères du jeu, vous l'avez vu, elles sont à 26 et 30 points. Ça veut dire qu'on n'a rien qui va faire qu'on arrive à quelque chose approchant. Ça veut dire Au que tu mieux, peux on jouer va des être à gros, 60. tu peux même t'amuser à Hein. prendre par exemple deux colosses, je dis n'importe quoi, et des pingouins, et malgré ça, t'auras 5 figurines. Exactement. Ça va te rapporter des activations que tu vas perdre en mettant autrement. Quand je joue Minos à 600 points, je mets les pingouins aussi pour gagner ces activations que je perds avec le colosse, bien sûr. Mais ça, c'est super intéressant. Donc ces fameux petits pingouins, que dire des pingouins? Déjà, donc ils sont trois. Il y a l'empereur qui vaut 19 points, c'est le plus cher, c'est le daron des pingouins. Les pingouins ont tous des stats dégueulasses avec 12 PV, mais ça c'est normal. Avec 2 de mouvement, vous payez un truc qui vaut moins de 20 points, donc vous attendez pas à quelque chose de ouf. 2 de constitution, 2 de dextérité, 3 de force, 2 de mental, 2 de mouvement, 6 points d'action, 12 PV. Une règle spéciale qu'ont tous les pingouins. Tant qu'il n'y a aucun pingouin est mort, ils ont un PA de plus. Donc ils passent à 7. Donc là, ça devient vachement intéressant. Sans peur, quand ils voient les potes mourir, ils s'en fichent. Ça, c'est cool. Ils tapent à 4 dégâts fixes au corps à corps. C'est loin d'être dégueulasse, hein, c'est marrant. On aurait pu s'attendre à un truc beaucoup plus médiocre. Par contre, les réussites critiques, c'est que plus 1 dégât. Ils veulent pas que tu rajoutes les 3 dégâts de la force. Donc c'est sur le sable d'abordage de l'empereur. L'empereur, il a un pistolet à silex, encore un pistolet à silex dans vos listes, encore un pistolet à silex. C'est-à-dire que quand moi je joue ma liste mercenaire qui tire, des pistolets à silex, j'en ai 4, j'en ai un sur le pingouin, un sur Dixon, 2 sur les 2 journaliers chiens, et après j'ai Maï qui a son flingue spécial, j'ai Lépus qui a le fusil de sniper. Bon, vous comprenez, il y a beaucoup de flingues. 7 points d'action et un flingue, ça veut dire qu'on peut. Moi en général, je booste le tir du pingouin parce que je cherche le critique et parce que comme il part à 4 pour toucher, c'est très facile de le parer, entre guillemets. Du coup, je vais essayer de le fiabiliser en boostant de tir. Mais voilà. Mais après, l'empereur, en général, il est super intéressant parce qu'il sert à temporiser. Ça veut dire que vous commencez par jouer les pingouins au début de la partie pour faire tomber les activations fortes de l'adversaire, pour voir comment il joue, qu'est-ce qu'il joue et comment. Et lui, il est très fort parce qu'il va avancer, il va mettre une balle en plus. Donc il va faire réfléchir l'adversaire un petit peu plus rapidement que les autres. Donc ça, c'est vachement bien.
Le deuxième, c'est Papou. Papou, il vaut 17 points. Papou, il est incroyable. Constitution 3, il est un peu au-dessus de la moyenne. Par contre, il a force 2. Je crois que c'est l'empereur à force 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont tous un truc un peu plus que d'autres. Le reste est à 2. 6 points d'action, 12 PV, ça ne bouge pas. Donc, il a le refouloir qui est une arme à allonge. Donc là, on parle d'une figurine à 20 points qui a une arme à allonge, quand même. Les armes à allonge dans l'équipement valent 15 points. Donc, quand même, il faut bien noter ça. 3 dégâts. Et en cas de réussite critique, ça assomme la figurine adverse. Sachez que ça m'a fait gagner des games, ça. Moi, ça m'a fait gagner des games. Où tu fais une charge, tu boostes l'attaque de charge, tu dis je mets 2 dés, tu critiques, le mec en face il a un colosse, il fait sérieux, boum, tu assommes son colosse, et derrière tes journaliers chiens ils viennent tabasser un truc qui a pas de défense, et tu tues ta cible, quoi. C'est l'horreur. Papou, un emmerdeur sur pattes. Hein. Ils ont la fameuse règle de la glissade, j'en ai pas parlé avec l'empereur, je l'ai sauté, pardon. Ils peuvent se déplacer aléatoirement d'un dé de 5 brasses pour 2 PA, et ils permettent de se désengager sans test en faisant ça, et ça fait des collisions, donc ils vont se faire des dégâts à eux et des dégâts à l'adversaire. Pareil, j'ai déjà gagné une game en faisant ça, j'étais contre une figurine avec une Maok, et je me suis collé avec l'empereur, ou je sais plus lequel, et j'ai fait, tu sais quoi, si je te tape, tu vas t'enfuir. Donc je vais plutôt glisser sur le ventre et faire des dégâts de collision, je vais me faire mal, mais je vais te faire mal. Tu vois. Et j'en ai fait une ou deux, j'ai été chanceux, ça a touché lui et moi, et du coup, je me suis tué en le tuant, et donc j'ai gagné. C'était ouf. C'était rigolo, c'était couillon. Donc voilà, la glissade, ça peut être une bonne blague. Fine équipe, donc c'est quand ils ont les points d'action en plus, sans peur également. Voilà. Et enfin, Unbolt, le dernier. Le dernier, il a les stats à 2 de partout. C'est un peu le moins fort, Unbolt. C'est celui qui meurt souvent en premier. Il a des attaques à 3 dégâts, et il peut lancer son couteau. Mais il en a 2, mais il peut les lancer pour faire 3 dégâts, porter 4 brasses. Donc ça rajoute un petit peu. Il a la glissade, fine équipe et sans peur, c'est un petit peu tout. Il est un petit peu en dessous en termes de règles spéciales, mais les 2 premiers sont déjà suffisamment extraordinaires pour qu'il n'y ait rien à dire. Voilà. Donc là, on est face à parmi les meilleures références du jeu, parce que les pingouins, ça vient embellir n'importe quelle liste, peu importe ce que vous jouez. Ça vous donne 3 activations, ça vous donne une corps à corps 2, une allonge, ça vous donne un flingue, ça vous donne des figurines qui peuvent aller sur des objectifs pour gêner, parce qu'il y a des objectifs genre pour lire et déchiffrer, il ne faut pas être engagé ou des choses comme ça. Alors je sais plus quelle règle extraordinaire. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a une des règles comme ça qui fait que si tu es engagé, tu n'as pas le droit de le faire. Tu vas mettre un bol dessus, il garde tous ses points d'action, puis il va booster pour empêcher le désengagement, il va se gêner, alors que il vaut rien, quoi. Et donc c'est Belle, assez magique. cette game fabuleuse où t'as voulu transporter un tonneau avec un pingouin. Ah oui, avec alors il fallait ça t'enlevait du mouvement, donc j'avais mouvement 0. Et donc ce que j'ai fait, il y avait que c'est celui avec les mèches, hein, c'est le tonneau d'eau. Ouais, Et en fait, il y avait que l'empereur qui pouvait le prendre. Et donc l'empereur, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait le tonneau devant lui. Il se déplaçait pour passer devant le tonneau, il faisait il le le tour. ramassait, il le reposait devant lui, et il recommençait. Et il a fait ça pendant 2 tours entiers pour ramener l'eau jusqu'à là où j'en avais besoin. L'eau, non, c'est peut-être le truc avec sabotage avec les tonneaux de poudre, un truc comme ça. C'était tellement drôle. Oui, peut-être, ou alors c'était ça. Oui, non, c'était les tonneaux avec sabotage, exactement. Il le posait devant lui, il faisait le tour, il le ramassait, il le reposait devant lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, ça avançait pas beaucoup, mais ça avançait. Ouais, parce que ce sont des pièces pathétiques en scénario. Bien sûr, vous pensez bien, mais à cette valeur en point là, c'est normal. Tellement drôle, Donc, encore hein. une fois, C'est Fred aussi qui moi, avait kidnappé un canon avec Papou et qui avait tiré justement avec le canon bah adverse. oui, vu que c'est un artilleur, on en a pas parlé, mais c'est un artilleur, je sais plus où c'est, mais Non, il c'est est pas là un au artilleur, refouloir, il mais était. il peut tirer comme tout le monde, quoi. Si un Ah canon est oui, 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 rechargé, oui. Quelle connerie. ce fut bien Mais drôle. vraiment, ces références-là, les pingouins peuvent être très riches dans une liste où vous jouez beaucoup d'élites et que vous voulez quelques activations en plus pour pas très cher en points. Ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Moi, toutes ces refs-là, je les joue en général. Dans ma liste mercenaire, je joue quasi tout ce qu'on a vu jusque-là, je joue. Je joue moins Ratus parce que je suis plus orienté dégâts purs que du poison. Mais en gros, je vais jouer beaucoup ça. Ensuite, en valeur en points, on va tomber sur le Journalier 2. Journalier 2 qui est déjà un petit peu moins intéressant, mais qui est plus avec un gameplay très différent, mais très intéressant aussi, mais moins intéressant dans mon style de jeu, donc je le joue moins, mais je sais que toi, Ludo, tu le joues pas mal. Le Journalier 2, il vaut 70 points. Il est 5 de constitution, donc là c'est déjà très solide, 3 dextérité, 5 de force, 2 de mental, 4 de mouvement. Donc il a des stats assez tranchées avec une grosse constitution et une grosse force. Il a 8 points d'action et 26 PV, donc comme les journaliers 1. Il a une arme qui s'appelle la gaffe, qui a allonge, qui fait 4 dégâts et qui repousse de une brasse en cas de réussite critique. Et il a une botte, croc en jambe, allonge, 5 dégâts, réussite critique plus 1 dégât.
Si la botte est réussie, la victime se retrouve au sol et doit se relever. Je crois que ça existe chez les Maoks, ça. Ça existe chez les Maoks. Et il a du ROM lui aussi de base. Donc en fait, c'est une figurine de contrôle. C'est beaucoup plus pour aller engager des figurines, faire des dégâts, gêner. Et là, On t'as voit qu'il Allonge. contre-attaque à base 8. Il a des esquives qui sont correctes. Il a une bonne constitution, qu'il n'est pas facile à taper. C'est une bonne figurine de Force contrôle. 5, hein. Donc, Force 5, ça paraît pas, mais en fait, c'est utile dans certains scénarios. Par exemple, dans la ah bah taverne, oui, les la tables, taverne. tu peux les lancer qu'à partir de Force 5. Donc c'est pour ça qu'il est Tout à intéressant. fait. Tout à fait. Les tables de la taverne, il a 2 mains et il a une force 5 en termes de scénario, c'est beaucoup. Et ça, c'est très 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 intéressant, tout à fait, tu fais bien de le dire. Et une constitution 5 avec 2 de mental, il part avec un test de mental à 6, qui est pas ouf, mais grâce au ROM, c'est pas si mal. Donc non, non, c'est une bonne figurine. Je l'ai jamais joué, mais toi tu l'as joué plusieurs fois, pour la force 5, pour la corps à corps 2, pour toutes ces raisons-là. Mhm. Ensuite, on va vous parler de 3 autres F qui sont nommés aussi, qui spécialisent vachement vos listes indirectement, mais qui sont très intéressants. Je vais parler de l'Épus d'abord, l'Épus dont j'ai parlé vite fait tout à l'heure quand je voulais jouer Gunline. L'Épus, c'est le lapin qui a tué un chasseur, c'est le mec de la chanson, c'est le lapin qu'il faut pas faire chier. Lapin avec un gun. Il faut 74 points, il a 3 de constitution, 6 de dextérité, 2 de force, 4 de mental et 5 de mouvement. Il a 8 points d'action et 22 PV. Donc là, ce qu'on peut déjà se dire, c'est ultra tranché. Un peu comme une Mae, c'est ultra tranché comme Bah oui, gameplay. hein, Hein. 2 même idée. de force sur une figurine qui vaut 74 points, je pense que c'est la seule à avoir une stat aussi basse pour autant de points. Par contre, 6 de dextérité, c'est très 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 fort. Alors, qu'est-ce qui fait les puces? Bah, c'est son gun. Il a un fusil de précision qui tire une fois avant de recharger, qui fait 7 putains de dégâts. Pardon. Du coup, c'est plus pour les enfants, mais désolé. Ça fait 7 dégâts à portée 7-12, donc c'est des portées qui sont la table. C'est ça. Tu peux, si tu te colles sur le côté de la table, tu peux tirer sur la partie voisine en tournoi comme ça. Tu peux Et dire si- attends, je vais t'aider, Mais je vais shooter le mec là. imagine que sur un coup critique, tu doubles les dégâts, donc c'est juste Oui, débile, oui, quoi. oui. Ça fait 14 dégâts. Mais je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait. C'est le mec te regarde et il fait sérieux, tu fais oui. Mets tes 14 dégâts s'il te plaît. Les deux ne sont pas des échecs critiques sur cette arme de tir, donc on est déjà en plus sur une fiabilité assez forte. Et on part à 6 x 2 pour toucher. Et vivace, les puces ne stoppent pas son activation après une course. Rappelons que la course, on le paye comme un mouvement supplémentaire, sauf qu'il est doublé. Et normalement, ça met fin à l'activation. Ça veut dire que les puces, s'il veut jouer très très safe, il peut avancer, tirer. Il sent une menace être là, il déclare une course, il court à 10. Et après avoir couru, il dit je me mets en garde. Et donc là, pour 4 points d'action, vous êtes très très loin. Vous avez 2 dés de défense sur la prochaine défense. Ça peut être super intéressant. Et enfin, la dernière règle, et c'est une règle qui fait 50% de la figurine, je l'expliquerai pourquoi après, il est apatride. Il peut être joué dans n'importe quelle faction et être une figurine de cette faction-là. Sur les puces, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que les puces, s'il va chez les singes, les maturins vont l'avertir et lui redonner des points d'action pour se défendre. On va pouvoir faire de la magie dessus pour faire des relances. C'est comme ça que le joue Adam, notre ami qui est... il est sur Nancy, c'est ça? Maintenant, il partait plus du côté des Vosges, normalement. Il est plus dans les Vosges maintenant, mais à l'époque, je crois qu'il était sur Nancy, je sais plus, je veux pas dire de conneries. Mais très sympa, Adam, qu'on a accueilli à Strasbourg. J'ai fait une partie mythique contre lui et il me l'a joué en singe. Grâce à Apatride, il a fait tous les combos dessus. J'étais sur le cul, c'était magnifique. Donc les puces, vous pensez bien qu'il faut recharger à chaque balle. Donc ça, c'est un peu le défaut. Mais du coup, si on revient sur notre petite Dixon, il tire pour 2, il recharge pour 2, il tire pour 2, il recharge pour 2, ou alors il court sur la dernière pour se mettre en sécurité. On se retrouve à tirer 2 fois dans l'activation, et 2 fois avec de gros, gros, gros dégâts. C'est super intéressant. 8 dégâts à portée courte à cette brasse, c'est incroyable. En 2 balles, il descend un pingouin adverse. Ça fait 16, donc il tue aussi il tue un Dodger si les 2 balles touchent. Donc ça peut être pas mal pour se débarrasser de certaines références adverses. Voilà. Mais là, on commence à se fiabiliser, disons, à spécialiser sa liste, quoi, parce que c'est une figurine très fragile qu'il faut réussir à protéger, mais qui présente d'énormes potentiels à dégâts. Voilà. Exactement. Mais de toutes les factions, hein, tu peux vraiment le voir, hein. Peut-être avec Winter, il aura le droit à son double mouvement gratuit, hein. Oui, en Quintor, il aura son double mouvement gratuit au tout début, donc oui, oui, bien sûr. Hein, il y a plein de choses à faire avec lui. Hein. Vraiment, il y a plein de choses à faire avec lui. Et du coup, si tu le joues si tu le joues avec Dixon et ça marche si tu le joues le mec qui fait qu'on tire pour moins cher chez les Quintor? Non, parce qu'il est pas milicien. Ça marche que sur les miliciens. Bon, ça va. Il est apatride, mais pas trop. Non, Ça va se voir. il met pas le casque et tout pour devenir milicien. Si tu lui mets, ça va se voir.
Donc, il y a deux autres références qui sont très intéressantes aussi, qui vous spécialisent. La deuxième, c'est le coupe-jarret. Coupe-jarret, c'est une figurine à 78 points. Donc là, on commence à être dans des figurines assez chères, qui spécialisent vos listes, mais qui sont assez intéressantes parce que c'est des mercenaires, c'est-à-dire qu'elles sont viables pour tout le monde. Coupe-jarret, donc 3 de constitution, 5 de dextérité, 3 de force, 4 de mental, 5 de mouvement, donc encore une figurine très très mobile, avec des stats assez tranchées, donc on reste dans les mêmes esprits que ce qu'on a vu jusque-là. 22 PV à 8 points d'action, c'est pas énorme, mais 8 points d'action, c'est très bien. Sur un 1 PA, 3 dégâts, 4 attaques maximum par activation, ça c'est comme Mae. Saignement sur réussite critique, pas mal. Il a une botte, assassinat, 5 PA, donc ça c'est un peu la signature du coupe-jarret, hein, c'est ce pourquoi on le joue. Si la botte passe, la victime se retrouve à la première case colorée de sa barre de vie. Si elle échoue, la victime se rebiffe et gagne une attaque gratuite contre le coupe-jarret. Donc c'est vraiment un double tranchant, il faut à tout prix que ça passe. Mhm. Et en gros, quand ça passe, c'est extrêmement fort parce qu'on va enlever beaucoup de points de vie à la cible. Mais par contre, si c'est une figurine qui n'a pas de seuil de peur, eh ben ça fait rien du tout. Oui, Utiliser le coupe-jarret. ou rien. Mais il y a certains colosses qui ont des seuils de points de vie, autant dire que vous leur faites 2 tiers de dégâts sur cette attaque. C'est ça. Voilà. Par exemple, ça s'appelle le grand poulpe là qui est sorti, Octoros, ben voilà. Et il a un seuil à PV. Normalement, oui, si je me rappelle bien. Je peux Eh ben, vérifier ça en coupe-jarret. live. Coupe j'arrête. Spécial, il feinte pour 1 point d'action, et pas d'échec critique sur les crochetages. Il est inciblable quand il est à couvert, et donc ça c'est extrêmement riche contre les gunlines, parce que du coup on le voit pas, puis tout d'un coup il est sur votre chef et il lui enlève ses 2 tiers de PV. Donc c'est assez intéressant si vous cherchez l'assassinat, si vous cherchez des combos comme ça. Ouais, On avec peut une armure, l'imaginer tu en vois. Maroc. En Hein, mode, pardon. si le mec en face il a une armure, tu dis, oh, mais moi je m'en fous de ton armure, tu vois, parce que C'est moi je ça, te c'est mets ça. là. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait regarder les Birgus, mais s'il y a des Birgus qui ont des seuils à PV, je crois qu'ils en ont quasi tous. Je sais pas pour le colosse, Birgus. J'ai pas la réponse. Il faudrait peut-être qu'on regarde. Mais tu peux lui enlever ça. Et par exemple, un Maok qui peut jouer en combo avec son assassin Maok, tu sais, celui qui apparaît, disparaît, qui fait 7 dégâts là sur son attaque, machin. Tu coupes jarret d'abord, puis ensuite l'assassin vient achever la cible qui a été coupe jarret. Tu peux essayer de tuer des héros très facilement, je mets des guillemets, mais disons beaucoup plus facilement comme ça. Voilà. Donc c'est une pièce assez intéressante pour faire des combos. Et en plus, c'est une pièce qui se refond en scénario aussi, hein, tout comme une Mae. Voilà. Et il est très proche de Mae en termes de scénario. Et 5 de mouvement, vous reconnaissez des références, enfin des stats qui reviennent. Voilà. Coupe Ok. Jarret que je n'ai jamais joué, mais pas mal affronté. Peut-être un Et doublon il a avec toujours été très stressant. Mae, ça peut être sympa, tu vois. En mode rush Oui, avec scénario. Mae, ça peut être très sympa. Enfin, la dernière, j'aimerais parler de Kubilai version 2, Il y a pas longtemps. qui je pense est une des meilleures références du jeu. Quand il est sorti avec Ludo, on s'est appelé, on s'est passé un coup de fil, on s'est dit, mais On avait on besoin s'arrête. d'en parler. C'est ça la Il faut que vérité. je te parle. Ludo, il faut que je te parle. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, Kubilai, version 2, il vaut combien de points? Il vaut 58 points. Autant dire, lui, il a pris le meilleur des Tuléens et il s'est cassé. Donc les Tuléens font un peu la gueule. Il est 4, 4 de constitution, 3 dextérité, 4 de force, 3 de mental, 4 de mouvement, 8 PA, 24 PV. Là, on est plutôt dans des stats ok, même assez proches des trappeurs et tout ça. On est dans des stats comme ça. C'est pas scandaleux. Il a un peu le meilleur parce qu'il a un peu plus de PV que la moyenne. Il a 8 points d'action. Par contre, dextérité 3, mental 3, c'est pas folichon. Arme, hache de feu, 4 dégâts, une main, tranchant feu. Elle peut être lancée. Et enfin, hache de glace, 4 dégâts, une main, tranchant, gelure, peut être lancée. Donc là, ça devient scandaleux. Donc il a du feu. Le feu, quand vous êtes tapé par du feu, vous devez faire un test de mental, vous êtes prostré. Donc ça, déjà, c'est fort. C'est déjà fort. Soit vous le jouez avec du poison et ça vous fait une source de feu en plus des sorts de feu pour faire des tests de mental. Soit vous en foutez en fait. Vous avez au moins du feu dans votre liste quoi qu'il arrive et donc c'est bien. En soi, c'est bien. Parce que s'il y a des dodgers, s'il y a des pingouins, s'il y a des choses comme ça, vous allez les faire péter un câble avec des attaques feu, des poulpes, des trucs comme ça. Tous les petites figurines, la plupart des génériques, vous allez pouvoir les faire chier avec du feu. Donc c'est extraordinaire. En soi, c'est extraordinaire. La gelure, Ludo, est-ce que tu te souviens parfaitement de ce que ça fait Je veux normalement c'est moins d'or dextérité, moins d'or mouvement. D'après mes souvenirs, hein. pendant la prochaine activation? Et ça. Donc là, on a du contrôle. Et pas du contrôle de merde. C'est fort. Mhm. Parce que moins en dextérité, vous pouvez pourrir un tireur, moins en mouvement, vous pouvez l'obliger à rester chez vous, ou même on peut tout simplement le mettre sur une lancière Maok, et du coup ses esquives sont beaucoup moins fortes parce qu'elle va rester engagée, elle va pas s'enfuir très loin. Voilà. Et du coup, on va pouvoir la gérer mieux, on va pouvoir faire des choses comme ça, ou alors Kubilai il va se sacrifier sur un colosse adverse, il va faire c'est toi et moi et c'est maintenant, il va le geler, il va faire de toute façon tu peux attaquer personne, t'es trop lent,
Donc au pire, tu me tapes moi. Alors soit il a assez pour s'enfuir et recule un peu pour gagner du temps, soit il a une potion d'éther, il va geler quelqu'un et il disparaît, et le mec ne joue pas du tour parce qu'il peut pas se déplacer. Enfin, il a un déplacement trop petit. Donc en fait, il y a plein de façons de le jouer, vous voyez. Déjà juste là, j'ai pas fini la carte, hein, La blague, c'est avec parce les que ça pingouins, s'arrête tu pas. vois, parce que tu viens avec ton pingouin, tu fais, eh salut, t'as 0 de mouvement. C'est vrai. Ouais, ils se mettent sur le bide, hein, ils s'en foutent. Ils font, ah bah tu sais quoi, bah je glisse. Alors, bot, aller-retour, lié aux armes. Une attaque avec chacune de ces haches défendues séparément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 3 points d'action, vous faites 2 attaques, avec une de chacune des haches. Donc c'est sympa. C'est une botte où on économise un point d'action. Ensuite, une autre règle du même genre, ambidextre. Dépense 1 PA de moins pour une unique attaque avec chaque arme, une fois par activation. Ça, je pense qu'il y a eu une petite erreur à l'écriture, parce que ça sous-entend que je pourrais acheter une hache d'abordage ou n'importe quoi d'autre, changer d'arme pour un PA et taper avec une arme qui vaut un PA de moins. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu pourrais mettre une pique. Ouais, tu peux mettre une pique, sortir la pique et taper pour un PA avec la pique, tu vois? Après avoir tapé une fois avec chacune de tes haches. Tu vois, tu peux faire des blagues comme ça. Mais bon, au-delà des blagues, déjà de base, ça veut dire que la botte nous économise un point d'action pour 2 attaques, et 2 attaques vont coûter 2 PA. Donc pour 5 PA, je vais faire 4 attaques. C'est pas mal. C'est pas mal. 16 dégâts pour 5 PA, avec tous les contrôles qui vont avec feu et gelure, c'est fort. Enfin, coup pour coup, il contre pour 1 PA tant qu'il a ses 2 haches. Donc là, encore de l'économie d'attaque. Tu me tapes, je te gelure ou je te feu en contre, fais un test de mental ou t'es prostré maintenant. C'est stressant, c'est pas mal. Pour ses beaux yeux, si son leader est féminin, il peut défendre pour elle dans le même corps à corps. Ça, si on a une bonnie, ça peut être super intéressant. Ça peut être intéressant avec plein de figurines. Ça peut être intéressant avec plein de figurines, mais c'est très situationnel. Membre du clan du chien ne peut être recruté avec les Tuléens. Et là, c'est le moment où les Tuléens, bah, ils flippent la table, quoi. Ils s'énervent. Ils font, mais allez, mais putain, c'était notre champion. Il est trop ouf, il est pas chez nous. Ouais. Kubilai V2, une grosse figurine, super, super, super intéressante. Jouable de plein de façons. Vous pouvez la jouer en contrôle, en chasseuse de petits, en chasseuse de gros pour poser du contrôle pendant qu'on tue le reste, pendant qu'on fait le reste. Des stats super honnêtes, et c'est que 58 points pour du feu et de la gelure. C'est assez incroyable. Et donc, ce qui est assez incroyable avec ces personnages-là, c'est comme c'est des mercenaires, on peut vraiment les jouer dans Tout le monde n'importe peut quelle les jouer. faction. Donc c'est ça, donc tu peux pas dire juste oui, mais c'est trop fort. Bah, là, à cette réponse, on dirait juste, Tu peux y avoir accès. joue-le. Après, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab, tout se contre dans le jeu. Le jeu est bien fait. Briscard est un jeu mature qui est bien fait avec votre réserve, avec vos références et vos factions. Il y a toujours de quoi contrer quelque chose dans le jeu. On n'est jamais coincé, on n'est jamais pris à la gorge en mode ça, je peux pas le gérer. On peut pas le gérer sur la table peut-être, mais en création de liste, c'est possible de le gérer. Vu que les mercenaires proposent énormément de gameplay du jeu hors magie, parce qu'ils n'ont aucune magie, ils proposent quasi tout le reste. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut plus de poison, il va aller chercher Ratus. Quelqu'un qui veut un assassin efficace, il peut avoir accès à l'Épus ou Coupe Jarret. Il veut quelqu'un très scénario parce que bah, il joue les Birgus et il a pas assez de mains. Bah, il peut intégrer une Mae. Il peut intégrer des journaliers chiens. Il veut des activations en plus. Il y a les pingouins. On veut du contrôle et des figurines qui valent pas cher et qui font beaucoup. On va aller chercher Kubilai. On va aller chercher les journaliers. Donc vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que tout, on vous a montré beaucoup de références en mercenaires volontairement, dont certaines qui dépassent un petit peu le contrat des 65 points, parce qu'on a des 79, des 74, mais parce que ces figurines-là sont extraordinaires pour augmenter vos listes et vous donner des idées de création de listes dans vos factions, en fait. Et après, le Peu discours qu'on importe a, ce que c'est qu'il vous faut jouez. pas hésiter à les chercher, quoi. Il y a pas de Exactement. racisme entre Exactement. guillemets envers les animaux en disant non, je vais pas les Alors, chercher. alors, alors, tu dis ça, mais moi j'ai vécu un racisme fort à Strasbourg. Quand la première fois sur la table, j'ai mis des dodgers, donc des lézards, à côté des pingouins, avec des yinches, avec des crocodiles, avec une guenon, voilà, avec un morse, et on m'a dit, toi, putain, chez toi, voilà. Et moi j'ai dit, ouais, mais monsieur, nous on recrute au savoir-faire chez nous. On recrute pas à la tronche, hein. On recrute pas parce que c'est de la famille. On recrute au savoir-faire. Pas de racisme, hein. Non mais je rigole, mais bien sûr, moi j'aime beaucoup parce que chacun son style, et ça c'est de la préférence personnelle, donc c'est les goûts et les couleurs, donc on peut en parler, mais ça sert pas à grand chose dans le fond. Mais en gros, il y a des gens qui vont trouver très très beau une armée par exemple d'hommes poissons, 100% hommes poissons, et je les comprends, ça peut être super beau, ça donne un style de ouf avec des socles très travaillés et tout. Moi j'aime bien à l'inverse des factions où tu as des mecs avec des histoires, avec beaucoup de personnages nommés,
et plein d'espèces et plein de styles différents. Je trouve ça super classe sur une table. Ça fait vraiment la bande de mecs un peu les 7 samouraïs, un peu les tu vois des mecs très apatrides, très différents, et qui ont chacun leur style et qui ensemble apportent beaucoup parce qu'ils apportent les compétences Toi, t'aimes des beaucoup autres, les tu vois. gameplays aussi tranchés, hein, qui dit lui est plutôt fort là, mais il est plutôt faible là-dessus, etc. Puis justement spammer ses références. Donc Voilà, et je oui, vais pouvoir du coup compenser quelques défauts. C'est-à-dire que quand je vais jouer Pingouin plus Dodger, je sais que ces figurines, en termes de scénario, elles vont faire environ zéro. Environ zéro. Mais du coup, je sais très bien qu'à côté, mes deux journaliers chiens, Mamae, vont avoir énormément de travail là-dessus. Et du coup, j'ai des rôles prédéfinis comme ça, très forts. Et mhm, les mecs ils doivent, pour que je gagne, ils doivent réussir à faire le rôle pour lequel je les ai pris dans ma bande, quoi. mhm, Voilà. c'est Et ça. ça, j'aime bien jouer comme ça. Alors que c'est vrai que tu pourrais jouer Tuléen avec beaucoup de trappeurs et beaucoup de figurines qui sont très moyennes dans le jeu et donc qui couvrent tout et qui peuvent toutes s'adapter. Et du coup, tu as une meilleure polyvalence générale, mais tu as moins quelque chose d'aussi tranché. T'as pas un Gustave qui avance et qui marave quelqu'un, il le retire juste à la table. Il fait toi, t'es mort. Et à côté, tu as les Dodgers, par contre, ils vont juste faire ouh, je suis là, je t'embête, je t'engage et des choses comme ça, quoi. Et non, mais c'est très intéressant parce que on est face à un jeu qui propose à la, on est juste à la veille de la version 3. Donc, on verra un petit peu qu'est-ce qu'ils nous réserve pour la version 3 du jeu, un peu, de ce briscard. Est-ce qu'ils vont refondre des cartes? Est-ce qu'ils vont changer des règles de fond? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être super intéressant. Et je pense qu'on fera des vidéos à la sortie, on va lire le bouquin des règles, on vous fera des vidéos pour essayer de comprendre, pour ouvrir des discussions. On ne sera pas expert, vu que le jeu, il faudra le tester, bien sûr. Donc, on donnera des avis à chaud. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous intéressera énormément pour essayer de voir tout ça et voir si ces vidéos qu'on a fait sur les génériques reste assez viable. Est-ce qu'il change complètement les gameplays? Est-ce qu'il y a des cartes qui vont être complètement refondues, refaites? Mais bref, c'est super intéressant parce que nous, voilà, Briscard, ça reste un jeu qu'on aime beaucoup avec Ludo. Et il y a une richesse folle, quoi. La série de vidéos qu'on a fait là, il y a quand même beaucoup de références très, très, très différentes, On a quoi. juste parlé des figurines de base, quoi. Et alors après, on va voir les combos, les compétences. Parfois, Voilà. on a peu glissé un peu, on a pu expliquer On un n'a peu pas avec les parlé combos, des, mais il y en a encore énormément qu'il y a derrière, quoi. C'est Ah bah juste bien sûr, fabuleux, hein. on n'a pas parlé des montures, on n'a pas parlé des colosses, on n'a pas parlé des chefs, on n'a pas parlé des combos entre les chefs et certains mercenaires, des choses comme ça. Là, on n'a pas parlé d'équipement, on a parlé des équipements, on va dire efficaces, c'est-à-dire c'est bien d'avoir cette arme contre cette armée parce que, mais on n'a pas parlé de tous les équipements parce qu'il y a des équipements complètement fous qui sont très très Mhm. forts de manière générale ou qui permettent telle ou telle chose. On peut peut-être juste parler de la carte au trésor. Toi, Ludo, tu es un adepte de la carte au trésor qui Oui, permet mais de qui est fabuleux, hein. repositionner. Voilà, ça change des parties. La carte au trésor, ça vous met dans des situations où vous gagnez des chances de gagner extraordinaires Bah, parce sur que 3 caisses, on a une chez toi déjà, tu fais bon, ok. voilà, et donc l'autre est obligé d'attaquer très agressivement parce que bah forcément le scénario il est déjà derrière, tu vois, alors qu'on est au déploiement. Mhm. Donc il y a plein de choses. Le jeu est très très riche. Bref, à la sortie de ce confinement, on reproposera des tournois dessus et nous on sait qu'on va pas mal jouer, hein, on va pas mal jouer. Ça nous manque quand même. Tout à fait. Bon, je pense qu'après, faut qu'on fasse encore notre top un peu des factions, etc. Et Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à couvrir. Alors, quelqu'un nous avait dit première ou deuxième vidéo, ça serait intéressant que vous fassiez un petit peu un classement des factions en termes de prise en main. Pas de puissance, pas de tier list. On va pas s'amuser à faire ce genre de choses qui sont pas forcément très intéressantes à Briscard du fait que tout le monde a accès à des mercenaires. Moi, je pense que la plupart des factions se valent. Et en fait, les factions qui étaient un peu moins fortes ont eu des sorties très 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 puissantes ces derniers temps. Je pense oui, aux qui hommes est vrai. poissons, je pense aux Tuléens. Ils ont eu des références extraordinairement puissantes que d'autres n'ont pas forcément eu parce qu'ils étaient déjà plutôt forts, comme les Quintors ou ce genre de choses. Mais ce qui est normal. Les En Sundar aussi ont fait, eu de très grosses sorties. ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient déjà forts, en fait, ils ont eu des éléments de gameplay différents qui permettaient Ouais, de voir des horizons différents. C'est ça qui est c'est ça, avoir super bien. plus de richesse. Et les factions qui étaient un peu derrière, c'est plus d'efficacité. En gros, Mhm. c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Et ça, c'est très très bien vu, hein. Et c'est ouf, hein, c'est juste avec une ou deux références, relancer une Ouais, faction complète, ça un change gameplay, tout. c'est fou, hein. Ça change tout, hein. Je reviens souvent sur le poulpe des hommes poissons, quoi, à 30 points. Ça change la faction. Ça change toute la faction. Bref, en termes de prise en main, la faction peut-être la plus facile de prise en main, de manière assez simple et évidente, c'est les mercenaires. Parce que les mercenaires, vous avez accès à beaucoup de références pas très chères, qui sont très polyvalentes, peu de combos, vraiment très peu de combos. Donc vous allez jouer les figurines pour ce qu'elles valent. Vous allez chercher des experts qui sont bons dans tel domaine, pas très bons dans tel autre domaine. Et vous allez pouvoir les tester sur la table et voir ce que ça donne. Donc mercenaires, en termes de prise en main, Leur rôle, ils ont c'est une chose à faire et ils le font bien. voilà. Euh, Ensuite, je dirais qu'il y a les Quintors, Mhm. les cochons. C'est pas très très compliqué à mettre en place parce que pareil, on va avoir des figurines assez polyvalentes. On va avoir un système
de chefs et semi-chefs qui tapent très fort, qui sont très efficaces dans ce qu'ils font, et quelques miliciens ou quoi qui vont jouer un petit peu de contrôle, mais pas un contrôle très dur à mettre en place. Les Quintor, ils ont une belle profondeur de jeu, c'est pas pour autant que ça va rester idiot, parce qu'on peut faire des choses très poussées avec des magiciens, avec des colosses et des trucs comme ça, et des montures, qui sont parmi les meilleures montures du jeu. Donc voilà, ça c'est un petit peu je dirais, T'as, mercenaires t'as Quintor. plusieurs niveaux de Quintor qui va être un peu plus compliqué, c'est comme toutes les factions, c'est après voir la Ouais, polyvalence. Les Quintors sont très forts au corps à corps, donc il va falloir voir. Donc en fait, en premier lieu, on va tout de suite comprendre le corps à corps, comment ça marche, etc. pour attaquer, pour la prise en main, ça va être très facile. Après, la deuxième réflexion qui viendra ensuite, c'est comment combler ce que je ne sais pas faire. Donc ça va être par exemple oui. le tir, ça va être les scénarios, etc. Voilà. Donc en fait, ce classement, il est vrai, mais après, il est vrai aussi avec l'expérience qu'on va avoir dans la faction. On parle de prise en main débutant, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de profondeur. Mercenaire, c'est pareil, il y a une profondeur qui est assez folle, parce qu'en termes de création de liste, on peut se remettre en question, dans le style de jeu, on peut jouer des choses très différentes. On n'a juste pas accès à des magies et des choses aussi puissantes, aussi profondes que ça, donc du coup, les réflexions parfois vont être plus simples. Donc c'est pratique pour un débutant. Le Quintor, c'est un petit peu similaire, même s'il y a plus de profondeur, elle est un peu cachée, cette profondeur, parce que les figurines de base répondent déjà à des contraintes assez basiques du jeu, donc c'est très bien. Mercenaires, Quinter. Ensuite, j'en mettrai deux à égalité. Je mettrai les bannis et les Orénoques Tout à fait après. d'accord. Bannis parce que en fait, si vous jouez les hommes crabes, c'est à l'adversaire de créer du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous posez une contrainte avec l'armure et c'est à l'adversaire d'y répondre. S'il y répond mal, vous avez gagné par défaut. S'il répond bien, il y a une partie. Je sais Mhm. pas si c'est très clair ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire, Ludo? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'as pas la perce armure, t'as pas des solutions pour contrer l'armure, Ouais, etc., ça va être ou très si compliqué. tu focuses pas le même crabe, tu tapes un petit peu tous les crabes. Bah, ils perdent tous un petit peu d'armure, mais ils perdent aucun point de vie et rien en fait. Et donc du coup, leur réponse, ils commencent à tuer des figurines, donc t'as plus assez pour les gérer, c'est déjà perdu. Mhm. Donc en fait, les bannis vont poser des problèmes comme ça. Après, encore une fois, les bannis, c'est plus riche que ça. Comme on l'a vu, on peut jouer la liste spéciale avec toutes les femmes. On peut Ouais. jouer un des trois grands facochères avec des figurines génériques de d'autres factions et on peut faire des listes beaucoup plus complexes, beaucoup plus abouties. C'est pour ça que je les mets un peu en troisième degré, enfin un peu plus loin dans les degrés de Tout à fait, parce que difficulté. là, il faut que tu gères les mains, etc. T'as déjà des réflexions là Voilà. qu'il faut Là, il avoir. va y avoir des réflexions plus profondes qui vont sortir, il va y avoir des contraintes assez fortes et c'est des gameplays assez tranchés, Banni. C'est plein de gameplays tranchés. Les Orénoques, pareil, en fait, c'est un peu de l'élite et du petit. C'est assez efficace, mais on va avoir plus de subtilité par rapport aux équipements, par rapport à de la magie, à des combos qui peuvent être assez intéressants. Et la plupart des crocos sont un petit peu plus subtils que d'autres figurines, parce qu'il faut lire un peu entre les lignes comment ça s'utilise bien, comment optimiser tel combo, faire telle chose, mais ça reste relativement facile d'accès aux Orénoques. Donc c'est un petit peu dans voilà, dans ces jeux-là. Ensuite, moi, je mettrais Tuléen et Maok au même niveau. Donc là, on est au degré 3. Donc là, ça commence à être pas facile de prise en main. Ça commence à être difficile. On avait facile, ok. Et là, on commence à être, c'est un peu dur. C'est pas facile de but en blanc. Vous risquez de perdre vos premières games à la queue leu. Les deux, trois premières, le temps de comprendre. Maok, parce qu'il faut réussir ses combos de placement. Ça nécessite des connaissances de placement. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas dépenser tous ses points d'action parce que sinon, la lancière, elle se fait ouvrir en deux. Il faut pas se focaliser sur les dégâts avec une lancière parce que les dégâts sont aléatoires, donc ça va pas être très fiable. Il faut bien construire ses listes pour avoir le moins de guerriers pour rendre plus fort les autres. Il faut être bien placé par rapport à ça et ainsi de suite. Donc ça va nécessiter une meilleure intelligence de jeu et construction de liste. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou pas? Oui, tout à fait d'accord avec toi hein, par rapport à ça. Les Tuléens au même niveau, parce que les Tuléens, il faut réussir à faire une construction de liste qui soit cohérente pour les mêmes raisons, exactement pour les mêmes choses. Et pareil pour les placements, c'est tout pareil. Ça veut dire que alors c'est pas les mêmes placements entre les deux factions, mais c'est des placements très exigeants. C'est comment je mets mes pièges, comment je ramène les mecs, comment je mets mes totems de téléportation, Mm. comment je joue ma magie par rapport à C'est mes ça. gars, La comment les science, équipes de ma ça va liste. être la science du nombre, de comment activer en premier, etc. Là où les Maox, Ouais, je vais contrôler avec les allonges, les positionnements. exact. Et les placements défensifs, typiquement avec Ozeki ou ce genre de choses. Et enfin, les deux factions les plus dures du jeu, c'est les hommes poissons et les Sundar, bien sûr. Parce que les Sundar et les hommes poissons, si vous faites une erreur, vous perdez votre figue. C'est ça. C'est dur à rentabiliser parce que leur contrôle et leurs combos sont durs à mettre en place. Ils sont durs à bien lire. Ce ne sont pas des factions faibles, c'est pas nul à jouer, c'est pas faible, mais c'est dur à jouer parce que c'est dur à mettre en place, c'est dur à rentabiliser sur la table. C'est dur de bien jouer les scénarios avec eux, c'est dur de bien gérer les figurines adverses. De manière générale, les hommes poissons ont beaucoup de contrôle. Le contrôle, par définition, est toujours un gameplay d'expert dans n'importe quel jeu de figurines. Pourquoi? Parce que le contrôle nécessite de connaître ce qu'il y a en face. Donc vous devez connaître votre faction
connaître la faction en face et comment jouer ce match contre la faction en face. Et donc forcément, si vous tombez contre quelqu'un qui joue une faction qui est plus facile à jouer, et vous avez 3 parties sur le jeu dans les pattes, vous jouez homme-poisson, vous jouez une liste un petit peu bancale parce que vous découvrez le jeu et c'est les figurines que vous avez achetées, ce qui est normal, il n'y a pas de souci avec ça. En face, le mercenaire a pareil. Ben, le mercenaire, avec ses journalistes chiens, il va être terriblement plus efficace que vous avec vos fougous ou avec vos magiciens qui coûtent 150 points et qui sont très durs à bien jouer. Forcément. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de grave parce que 20 parties plus tard, vous allez devenir beaucoup plus fort sur les chiens, vous allez voir des choses beaucoup plus profondes que ce que le mercenaire pourra faire parce que lui il va affiner les choses quand vous allez découvrir des profondeurs de gameplay, d'autres façons de rentabiliser les figurines et de voir les matchs. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas du tout le même Avec les news intérêt. qu'il y a eu avec les Zictiens qui les rend beaucoup plus faciles à jouer, je trouve. Ouais. C'est avec le Caramule et l'aventure du Caropode, tu vois. Ouais, parce que là on joue de l'armure, on est un peu comme le banni, donc Ouais, on va un on peu va se jouer. banifier. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vachement intéressant parce que du coup on est vachement dans une autre approche. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà un petit peu cette échelle en 4 temps. Et C'est les ça, on a ces 4 Sundar, temps. on n'a pas parlé Alors les trop. Sundar parce que ils ont défensivement ils sont très très faibles. Du coup la moindre erreur, le moindre mauvais Mhm, campage de points d'action et tout, vous c'est ça. perdez vos Et figurines il à une faut vitesse connaître les tricks. extraordinaire. Il faut connaître qui Et il fonctionne faut avec qui, pourquoi, etc. et voilà. Et après c'est une armée à tricks. C'est-à-dire que là je t'assomme parce que plus tard je peux te tuer facilement avec telle figurine, je peux faire telle chose, je garde mes points d'action parce que mon colosse il a des contres où il tape avec sa botte secrète et donc ça fait de gros dégâts, ça te pousse, ça te fait des choses, bref. Tout ça, ça nécessite un peu plus d'expérience de table et un peu plus de subtilité de jeu que Après, d'autres factions. c'est plus intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est des factions qui sont beaucoup plus riches, qui permettent de faire beaucoup plus de choses que d'autres Hmm. factions. Comme tu as Ah dit, il y bah, c'est pas avait. pour rien. Moi j'ai commencé avec Orenok, j'ai joué beaucoup mercenaires. Et quelle faction m'attire maintenant, c'est les Sundar, tu vois. Toi, t'as commencé avec les Quintor, t'as joué pas mal de choses dans le jeu, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est les hommes poissons qui t'attirent. Ouais, Tu vois. Parce que tôt ou tard, tu montes un petit peu dans la difficulté et dans des factions qui ont des profondeurs de jeu qui dépassent un peu celles de base. Donc c'est logique, pour un joueur qui devient de plus en plus expérimenté, il va aller chercher les factions qui sont un petit peu plus retors, un peu plus avec plus de challenge et plus de reward aussi, parce que quand il arrive, c'est vachement intéressant. Donc voilà un petit peu pour cette échelle. Et encore une fois, quelqu'un qui commence par homme poisson ou Sundar, il n'a pas tort pour autant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous commencer par mercenaire ou Tuléen ou pardon ou Quintor pour pouvoir être voilà pour jouer au jeu. Non non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'en termes de prise en main et de compréhension du jeu, c'est plus facile à plus difficile dans ce sens-là. Mais rien n'est impossible quoi. Voilà. exactement, ça demandera plus de temps, plus de réflexion en amont lors de la création de liste, de comment je Ouais, vais ou faire ça. faut accepter de perdre quelques parties. Après, c'est pas. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui ont besoin de tout de suite avoir un petit peu de réussite. Il y en a d'autres, ils peuvent accepter de perdre plus de games. Ça dépend un peu de son caractère personnel. Ça n'a rien de méchant, ça a rien il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est comme ça. Dans le jeu vidéo, ça peut être pareil. Il y a des gens qui vont adorer les jeux de vidéo où tu meurs 150 fois contre un boss avant de le passer. Il y en a d'autres, ils meurent 2 fois, ils font bon, je suis pas venu pour souffrir, quoi. Hein. Je suis pas venu pour me prendre des coups dans la gueule toute la journée. J'aimerais juste pouvoir jouer à ce jeu et qui vont jouer plus à des jeux d'aventure plus tranquilles, qui vont être basés plus sur de l'histoire ou des choses comme ça. Là, c'est un peu pareil. C'est si on veut jouer un peu plus détendu, tranquille, mais se sentir bien sur la table, on va aller chercher un Quintor, un mercenaire, un Orenok. Si on veut voilà relever le challenge et accepter de prendre des coups et qu'on va perdre plein de fois, on va aller chercher des Sundar, on va aller chercher du Maok, on va aller chercher ce genre de choses. Voilà. Ben voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, que tu veux dire quelque chose? Très bien, on a déjà une très belle vidéo, on explique Ouais, on la arrive au série bout de film. cette première émission. Si vous avez des idées de d'autres émissions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un thème dans le jeu que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, comme ça nous on y réfléchit, et si ça nous permet d'être suffisamment riche pour faire une série de vidéos comme on a fait là, et ben pourquoi pas, on peut le faire quoi. L'idée nous c'est que plutôt de parler de tout et de rien, on choisit des thèmes pour parler, pour faire des vidéos à thème. Comme ça là on a une série qui aboutit là, elle arrive, bon elle est comme elle est pas parfaite, mais c'est notre première série sur le jeu, voilà. Si elle plaît, ben, on peut en démarrer une deuxième, Ah, on peut en ça, faire une sur Carnage, on peut en faire sur d'autres jeux, voilà je quoi. pense que ça a le mérite d'exister, c'est déjà ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, On n'a aucune prétention à vouloir faire des choses qui soient exhaustives et parfaites, hein. C'est nos avis, nos expériences, ce qu'on en pense, et c'est ouvert. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez vu, on répond aux commentaires, des gens qui disent vous parlez pas de ça, c'est dommage, vous parlez de ça, mais nous on n'est pas d'accord. Mais très bien, dites-le nous, parce que c'est parfait, ça sert à ça. On n'a pas la prétention de dire qu'on a raison, que vous avez tort, très loin de là. Donc n'hésitez pas à nous dire, voilà, de donner votre avis, ça compte.
Dans la réflexion, on avait peut-être dit qu'on va peut-être voir, faire les scénarios, peut-être les revoir, les points clés, ce qui est assez Ouais. important. Peut-être qu'on va faire Les ça. missions auxquelles on avait pensé, c'est ça, c'est une idée de Ludo, de parler des scénarios, des enjeux du scénario. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce scénario-là, ce qui est très important, c'est tel et tel point. Ça peut faire des vidéos relativement courtes, mais qui donnent disons quelques pistes pour réussir vos scénarios et aussi indirectement pour vous poser des questions en création de liste. Ça veut dire que ah merde, moi j'ai pas ça dans ma liste, comment je vais faire ce scénario-là? Du coup, ça peut poser des questions qui sont intéressantes. Tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là. Et En ben tout c'est cas, parfait. merci de nous avoir C'était suivis un plaisir. et à la prochaine. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao.